Tout commence dans un monde rempli de monstres qui vivent dans des lieux sombres appelés donjons. Ces sombres labyrinthes libèrent des créatures féroces et dangereuses qui menacent tout le monde. Apportant une terreur incommensurable au monde humain, ces bêtes attaquent les villes sans pitié. Les gens sont terrifiés tandis que les monstres détruisent tout et attaquent les chevaliers protégeant la région. Même si les soldats essaient de se battre courageusement, les créatures semblent être trop fortes pour eux. À cause de cela, tout le monde espérait l'arrivée d'un héros capable de faire face à cette grande menace. Notre scène nous emmène ensuite à la périphérie de l'Empire belge, où une ville a été attaquée. Là, un loup monstrueux gronde, montrant ses crocs acérés, prêt à attaquer n'importe qui. La créature accule alors une mère et son fils, qui n'ont nulle part où fuir. À ce moment, la bête ouvre son énorme gueule, se préparant à les dévorer tous les deux d'un coup. Ne pouvant rien faire, la femme se contente de serrer son fils dans ses bras, s'attendant au pire. Mais avant que l'attaque ne se produise, une épée brillante est dégainée par un mystérieux personnage. Juste après, cette personne abat le loup d'un seul coup, sauvant la famille. S'agenouillant, le sauveur demande s'ils vont bien, et la femme confirme que oui. Puis son équipe de chevaliers apparaît, et il dit aux civils de leur laisser le reste. Le jeune homme se présente comme H, le capitaine de la 13e unité de chevaliers de l'Empire. Étant de la 13e unité, le protagoniste sourit avec confiance face à la bataille à venir. H ordonne alors à son équipe d'abattre les ennemis, et ils avancent tous ensemble au combat. Peu après, une autre créature bondit vers le capitaine pour tenter une attaque surprise. Cependant, le protagoniste fait face au monstre avec un regard sérieux, et son œil commence à briller. H serre fermement son épée, se préparant à l'attaque de la créature. Il charge alors avec sa lame étincelante et frappe le loup d'un coup précis. Mais au moment où le monstre tombe au sol, une autre créature volante apparaît dans le ciel. Utilisant le corps du loup comme tremplin, le protagoniste se lance alors que le griffon descend pour attaquer. La bête frappe le sol avec ses griffes, et H esquive de justesse le coup. D'un bond en arrière, le jeune homme s'éloigne du danger et cherche une ouverture pour contre-attaquer. À ce moment-là, il aperçoit un râteau de fermier appuyé contre un mur voisin. Le capitaine saisit l'outil et l'imprègne de son énergie, demandant ce que le monstre en pense. Il lance alors le râteau de toutes ses forces vers la créature volante. L'attaque atteint sa cible, et le griffon hurle de douleur en tombant vers le sol. La main brillante, H se prépare à utiliser une sorte de capacité spéciale. Cependant, la situation se complique car ses amis sont encerclés par plusieurs monstres. Ses compagnons se plaignent que le nombre d'ennemis semble infini. Après avoir vaincu un autre loup, le protagoniste demande si Marie et Will vont bien. H lève alors son épée et crie qu'ils ne perdront jamais et qu'ils protégeront le village. En entendant les paroles de leur capitaine, le chevalier Will sourit, plein de détermination. Son autre compagne, Moray, se sent également motivée pour continuer à se battre de toutes ses forces. Sur ce, toute la 13e unité avance ensemble pour affronter la horde de créatures. La bataille se poursuit dans la nuit, et l'équipe parvient enfin à vaincre tous les monstres. Fatigué, H se demande s'ils ont vraiment réussi à achever tous les ennemis présents. Soudain, un bruit étrange provenant d'un corps à terre surprend tout le monde. Ses compagnons sont choqués par ce qu'ils voient émerger des ombres. Même H est surpris et s'envoie à la vue de la nouvelle créature qui est apparue. Bientôt, un serpent géant émerge devant l'équipe sous la lumière de la pleine lune, mais le capitaine se contente de ricaner et dit qu'il semble qu'un des gros poissons soit enfin arrivé. Le monstre ouvre alors sa gueule et lance un puissant jet de feu sur le groupe. H se place devant l'attaque pour protéger ses amis de l'explosion enflammée. Le jeune homme se protège alors avec son bras tout en endurant la chaleur intense du coup. Avec un regard déterminé, le protagoniste semble planifier son prochain coup. Il charge alors à travers les flammes et bondit vers la tête du serpent géant. La créature se retourne rapidement et essaie de dévorer le capitaine d'une seule bouchée. H se fait attraper mais parvient à utiliser son épée pour empêcher la gueule du monstre de se refermer. Voyant son capitaine en danger, l'archère Iruka court pour l'aider, criant son nom. Elle prépare alors une flèche spéciale qui brille d'une intense énergie bleutée. Iruka décoche sa puissante attaque, qui file rapidement vers l'œil de la créature. La flèche atteint le point faible du serpent, qui ne peut pas réagir à temps. Le monstre hurle de douleur et rejette la tête en arrière, créant une ouverture pour le capitaine. H saisit sa chance et saute, remerciant Iruka de l'avoir sauvé. Le protagoniste se prépare à nouveau avec un regard sérieux pour continuer la bataille. Il charge alors avec son épée brillante pour attaquer le serpent distrait. Avec un cri de guerre, le capitaine déchaîne toute son énergie en un seul coup final. Sa puissante attaque fend l'air dans une traînée de lumière dorée, se dirigeant vers le monstre. Avec cela, le serpent géant est finalement vaincu, tombant au sol en 2 morceaux. Les villageois qui observent sont choqués par ce dont ils viennent d'être témoins. Puis tout le monde commence à célébrer, criant qu'ils ont enfin gagné. Le narrateur explique que l'attaque de monstres sur l'Empire a été contenue. Et tout cela s'est produit grâce aux grands efforts de la 13e unité de chevaliers. C'était principalement grâce au capitaine H, qui a eu une performance prodigieuse dans la bataille. Vainquant plus de 200 monstres à lui seul, il a été essentiel à la victoire du groupe. Après le combat, ses compagnons célèbrent l'exploit et sautent sur le protagoniste. En raison de sa force écrasante,
le jeune homme a reçu le surnom d'Eaisha le Conquérant. La scène se déplace ensuite vers un grand château par une journée ensoleillée et paisible. À l'intérieur, le roi reconnaît les services d'Ash dans la soumission des monstres. En récompense, l'empereur lui accorde le rang d'Eakwasi, noble du royaume. Le protagoniste accepte alors l'honneur avec une révérence et un regard reconnaissant. Dans une salle de bal, Ash est accueilli par les applaudissements de tous les nobles présents. Ses amis commentent que c'est une promotion énorme et inhabituelle pour un chevalier. Il plaisante aussi en disant que le jeune capitaine fait maintenant partie de la haute société. Avec un sourire gêné, le protagoniste révèle qu'il va également se fiancer. Cette nouvelle prend tout le monde par surprise, et ses compagnons sont pétrifiés de choc. Yaruka se désespère et crie à Ash de refuser les fiançailles, mais il dit qu'il ne peut pas demander l'impossible. L'autre partie de l'arrangement est Mademoiselle Laffy, la deuxième fille de la prestigieuse maison noble Lagan. Le protagoniste explique qu'en tant que noble nouvellement nommé, il ne peut en aucun cas refuser cet arrangement. Même s'il est confus par tant de choses qui se passent en même temps, il essaie de rester calme. Ash regarde alors sa médaille et pense qu'au final, tout cela est bon pour lui. Tout semblait bien se passer, et il pensait qu'il aurait enfin une vie tranquille et heureuse. En portant un toast entre amis, le jeune capitaine pensait vraiment que les choses se passeraient ainsi. Mais 3 ans plus tard, Ash est choqué par ce qu'il vient d'entendre de sa fiancée. La jeune femme dit qu'elle va répéter ce qu'elle a dit une fois de plus, pour qu'il comprenne bien la situation. Lafaille se lève alors et pointe du doigt le jeune homme, disant que leurs fiançailles sont rompues. Ne comprenant rien du tout, le protagoniste est complètement abasourdi par sa déclaration soudaine. Pour ne rien arranger, Ash est convoqué devant un homme qui semble être un supérieur important. Cet homme pointe alors le capitaine avec un sourire malicieux et le bannit des chevaliers. Revenant à la scène précédente, le jeune homme demande à Lafaille ce qu'il a fait pour qu'elle le déteste. Il dit que tous ses vêtements et ses préférences ont été ajustés pour plaire à la noble dame. Le protagoniste a même arrêté de boire et de fumer juste pour satisfaire ses désirs. En plus de tout cela, il a également fait l'effort de lui offrir de nombreux cadeaux chers et magnifiques. Mais Lafayette répond qu'elle était fatiguée d'avoir affaire à un roturier barbare comme lui. Elle révèle qu'elle s'est rapprochée d'un gentleman de la famille d'un comte qui lui offre des cadeaux. Choqué par sa superficialité, Ash se demande si c'est la seule raison de la rupture. Le protagoniste dit qu'il ne peut pas accepter cela et qu'il l'aime vraiment, mais elle se moque de lui. Ash nie l'accusation et dit que c'est en fait son père qui lui a demandé de l'épouser. La fille devient furieuse à ce commentaire et accuse le jeune homme d'insulter également son père. Elle ferme alors son éventail et dit qu'elle ne souhaite plus parler avec un roturier comme lui. La noble dame pointe du doigt l'ancien capitaine et ordonne à ses gardes de le faire sortir des lieux. Saisissant Ash par les bras, les gardes commencent à le traîner dehors de force. Il leur crie de le lâcher et demande à Lafaille de l'écouter, mais la jeune femme l'ignore simplement. Avant de partir, la jeune femme dit qu'elle ne veut plus jamais revoir son visage. La scène change alors pour les rues de la ville par une journée claire et apparemment paisible. Marchant seul, le protagoniste pense que toute cette situation est très étrange. Que la famille et les gens rompent publiquement des fiançailles comme ça n'a aucun sens. Soudain, quelqu'un l'appelle par son nom, et le jeune homme se retourne, surpris de voir qui c'est. Ce sont 2 chevaliers qui lui ordonnent de se rendre à la caserne sur ordre de leur supérieur. Là, son officier, Mike Librob, annonce à Ash qu'il est expulsé de l'ordre des chevaliers. Le protagoniste est complètement choqué et sans voix face à cette nouvelle inattendue. Il demande pourquoi, et Mike répond que le jeune homme est un obstacle pour lui. L'officier dit que Ash se met en travers de sa promotion et aussi de sa vie amoureuse avec la fille. Sur ce, l'ancien capitaine comprend enfin que Mike est le nouveau partenaire de son ex-fiancé. Cet homme est Michael Lebrov, l'officier supérieur du protagoniste et un chevalier impérial, un gamin privilégié qui n'a obtenu son poste que grâce au prestige de sa famille. Le jeune homme réalise alors que Mike est jaloux de sa promotion car il le dépasserait en grade. Avec un sourire narquois, l'officier demande ce qui ne va pas avec le regard du protagoniste. Mike touche alors la médaille d'Ash et dit qu'il n'a jamais aimé l'idée que des roturiers deviennent nobles. Il poursuit sa provocation en disant que la soumission des monstres n'avait rien de spécial. À ces mots, Ash se souvient de tous les moments difficiles qu'il a traversés avec son équipe. Fatigué des provocations, l'ancien capitaine saisit le col de Mike dans un accès de rage. Il le foudroie du regard et crie sur l'officier pour son attitude méprisable. Mais Mike le menace, demandant si c'est une bonne idée de défier quelqu'un de la famille d'un comte. Il continue, disant que si le jeune homme ne coopère pas, ses amis seront également chassés de l'unité. Ne pouvant rien faire, le protagoniste lâche l'officier, se sentant impuissant face à la situation. Mike se vante alors, demandant si Ash comprend enfin la différence de statut entre eux. L'officier prend la médaille du jeune homme et dit qu'il va lui apprendre ce qui est important pour un chevalier. Il jette la décoration par terre et l'écrase avec son pied devant l'ancien capitaine. Avec un regard malicieux, il dit que ce qui est important, c'est la grâce, quelque chose qu'un roturier n'aura jamais. Mike ordonne alors au jeune homme de faire ses valises et de partir avant la fin de la journée. Transportant ses affaires dans les couloirs, les autres chevaliers commandent son apparence. Le protagoniste continue son chemin, la tête basse, se demandant ce qui vient de se passer. Arrivé à destination,
Une main frappe à la porte en bois avant d'entrer dans la pièce. Le jeune homme entre alors et se présente, disant qu'il a apporté l'équipement à rendre à l'ordre. Un homme avec une moustache étrange le salue, disant que le chevalier déshonoré des rumeurs est arrivé. Le protagoniste demande de quoi il parle, et l'homme répond que tout le monde est déjà au courant. Il dit que la rumeur veut que Ash ait été renvoyé pour avoir forcé sa fiancée à faire des choses étranges. L'homme continue, disant que le jeune homme a forcé la faille à jouer au bébé, et qu'elle a demandé de l'aide à Mike. Sur ce, le noble officier s'est mis en colère et a renvoyé Ash, ce qui laisse le protagoniste abasourdi. À l'extérieur du bâtiment, le jeune homme crie de ne pas plaisanter avec quelque chose comme ça. Furieux, il frappe un mur de briques et hurle le nom de son ancien officier. L'ancien capitaine est outré que Mike ait pu répandre une rumeur aussi infondée à son sujet. Il regarde le bâtiment en se lamentant, ayant travaillé si dur pour cela pendant si longtemps. En un instant, le protagoniste a fini par perdre tout ce qu'il avait accompli. Soudain, une voix familière l'appelle sans paix, et le jeune homme se retourne, surpris. C'était Yaruka qui court vers lui et demande si c'est vrai qu'il quitte les chevaliers. C'est Orika Ertevin, la seule membre de sang noble de la 13e unité. Le jeune homme la corrige, disant qu'il a en fait été renvoyé, ce qui choque son ami. Elle demande alors pourquoi et dit qu'elle voulait toujours être guidée par son capitaine. Avec un doux sourire sur son visage, le protagoniste la regarde simplement et prononce son nom. Le narrateur explique qu'elle a beaucoup pleuré à ses débuts, mais qu'elle est maintenant beaucoup plus forte. Mais la jeune femme l'appelle à nouveau avec un regard quelque peu étrange. Elle se rapproche et dit que s'il voulait jouer au bébé, il aurait juste dû le lui demander. Le jeune homme crie que la rumeur est fausse, et Ruka dit alors qu'il n'a pas à partir. Avec un regard triste, elle demande ce qu'il adviendra de l'unité Janus s'il part. Le protagoniste reste silencieux un moment, pensant à ce que son ami a dit. L'histoire retourne alors 3 ans en arrière, dans ce même village qui l'ont sauvé. Là, Moret se plaint que même s'ils se sont battus désespérément, seul le capitaine a été décoré pour cela. Will explique que l'Empire ne voit pas le danger des donjons et pense qu'il s'agit juste de soumettre des monstres. Malgré tout, le protagoniste esquisse un léger sourire en pensant à quelque chose d'important pour son équipe. Il dit que le fait qu'il ait protégé le village et reçu la gratitude de ses habitants est la vérité. Le jeune homme continue, disant qu'ils peuvent être fiers de cela même si les nobles ne comprennent pas. Il suggère alors de donner un nom unique à l'unité, et Ruka pense que c'est une excellente idée. Le capitaine demande si Will a de bonnes suggestions, et il réfléchit un instant. Will suggère Janus, le nom d'un ancien dieu avec un visage à l'avant et un autre à l'arrière. Tout le monde est d'accord que c'est parfait, car ils se battent à la fois contre les humains et les monstres, et le nom est décidé. Avec un sourire confiant, Ash déclare qu'à partir de ce jour, ils sont l'unité Janus. De retour au présent, le protagoniste dit que même s'il part, il fera toujours partie de l'unité Janus. L'ancien capitaine souligne que peu importe où il se trouve, son cœur sera toujours avec l'équipe. Yaruka le regarde alors avec une expression inquiète et lui demande ce qu'il va faire maintenant. Ash dit qu'il est fatigué des nobles impériaux et qu'il ira probablement dans un pays étranger. Son ami l'attrape alors et crie qu'elle part avec lui, mais il lui dit qu'elle ne peut pas faire ça. Le jeune homme lui tapote la tête et lui demande de rester pour protéger l'unité. La jeune femme rougit un peu à ce geste, mais comprend la responsabilité qu'il lui a confiée. Elle lui demande alors d'écrire une lettre quand il sera installé, et il hoche la tête en signe d'accord. Il lui dit au revoir d'un signe de la main tandis que son ami le fixe, exigeant une promesse. Iruka reste alors en arrière, regardant son ancien capitaine partir avec un regard sérieux. Mais soudain, un sourire espiègle apparaît sur son visage, et ses yeux brillent d'une manière étrange. Ash rend alors officiellement son titre de quasi-noble et abandonne son nom de famille. Sur ce, il pense qu'à partir de ce moment, il redeviendra simplement Ash, comme il l'était avant. À la gare, le jeune homme s'étire, sentant comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. Il prend alors une brochure sur sa nouvelle destination pour consulter les informations. Un sourire aux lèvres et ses bagages à la main, l'ancien chevalier se prépare pour son nouveau voyage. Le train se met alors en marche, et la scène nous montre un magnifique paysage du royaume. La locomotive à vapeur poursuit son chemin le long des voies, emmenant Ash vers une nouvelle vie. À l'intérieur d'un wagon luxueux, le jeune homme est confortablement assis pour profiter du voyage. Mais soudain, un homme plus âgé portant un chapeau haut de forme apparaît à la porte de sa cabine. L'inconnu marche alors lentement vers le protagoniste d'un pas très assuré. Il s'approche et demande s'il peut avoir un moment d'attention du jeune homme, qui le regarde. Ne le reconnaissant pas, l'ancien chevalier demande qui est cet homme mystérieux en face de lui. Le gentleman montre la brochure que Ash regardait, et demande s'il l'aurait fait tomber par hasard. Le protagoniste le remercie, et l'homme demande si c'est la première fois qu'il visite le royaume. Ash demande comment il le savait, et le vieil homme explique qu'il regardait le paysage d'une manière curieuse. L'ancien capitaine dit alors que dans son empire, seuls les plus riches voyagent dans des trains comme celui-ci. L'homme rit et dit que dans le royaume de Rosebel, c'est un moyen de transport courant, ce qui surprend Ash. Le gentleman explique alors que le royaume est un pionnier dans le développement d'outils magiques. Cela s'est produit parce que le royaume de Rosebel était constamment exposé à la menace des donjons. À cause de cela,
la seule chose qui pouvait combattre ces créatures était la magie des sorciers. Ils utilisaient leur pouvoir pour créer du feu et de l'éau et combattre les monstres féroces. De plus, la magie était aussi utilisée pour guérir miraculeusement les corps blessés. En tant que sous-produit de cette recherche magique, des outils ont été créés avec des matériaux de monstres. Grâce à ces inventions, la vie des gens a changé radicalement, et le royaume a prospéré. C'est pourquoi le royaume de Rosebel est maintenant connu dans le monde entier comme une superpuissance magique. Ashton comprend que l'Empire est en retard sur ce point car il néglige le danger des donjons. Soudain, une voix annonce leur arrivée en ville, et le vieil homme semble excité par la nouvelle. Le train s'arrête enfin à la gare, et l'annonce demande aux passagers de ne rien oublier. Le protagoniste et son nouvel ami descendent alors ensemble, portant leurs bagages respectifs. Dehors, le jeune homme interpelle le gentleman pour lui dire au revoir et le remercier de sa compagnie. Un élégant carrosse avec un cocher bien habillé les attendait déjà à la sortie. L'ancien chevalier serre la main du vieil homme et le remercie pour tout ce qu'il lui a appris pendant le voyage. L'homme lui souhaite alors la bienvenue dans le royaume et lui souhaite un agréable séjour. Avec un sourire excité, le jeune homme répond qu'il le fera, avec beaucoup d'enthousiasme. En marchant dans les rues, il voit enfin la célèbre deuxième cité donjon de Rosebel. Ash est émerveillé de voir les armures et les objets magiques exposés dans les vitrines. Les rues de la ville sont pleines de vie avec un marché animé et beaucoup de monde. Ash continue sa promenade dans le marché local, observant toute l'activité, mais soudain, une femme passe en courant devant lui, l'air paniqué. Le jeune homme se retourne alors, un peu surpris, pour comprendre ce qui se passe. Elle finit par bousculer l'ancien chevalier alors qu'elle poursuit sa fuite désespérée dans la rue. Peu après, un groupe d'hommes suspects apparaît, poursuivant la jeune femme et lui disant de s'arrêter. N'ayant nulle part où aller, la femme se retrouve coincée dans une impasse par les brutes. Ils s'approchent avec des sourires malveillants et disent qu'elle n'a maintenant aucun moyen de s'échapper. Terrifiée, la jeune femme recule et secoue la tête, ne sachant que faire dans cette situation. Mais alors que l'un d'eux essaie de l'attraper, une main mystérieuse saisit son épaule par derrière. C'est Ash qui le regarde avec une expression sérieuse et lui dit qu'il a assez bu pour aujourd'hui. La brute lui demande qui il est, et le protagoniste dit que la jeune femme est angoissée par son insistance. Agacé, l'homme lui crie de se taire et tente de frapper le jeune homme au visage. Mais l'ancien chevalier esquive facilement le coup, une aura bleutée apparaît autour de lui. Il riposte alors avec un coup de poing puissant directement dans l'estomac de l'agresseur, qui ne réagit pas. L'homme crache et crie de douleur sous l'impact du coup, qui le projette en arrière. Sur ce, la brute tombe au sol, vaincue, et ses amis sont surpris par la scène. Furieux, les deux autres l'insultent et chargent ensemble pour tenter d'attaquer le protagoniste. Ash les affronte alors tous les deux en même temps, les battant avec des coups rapides et précis. Le jeune homme remarque qu'il bouge comme s'il avait l'habitude de se battre, ce qui est prévisible. Pour en finir, l'ancien capitaine assène un puissant coup de pied à la dernière brute, et ses yeux brillent. La brute hurle de douleur en étant projetée au loin par le coup du protagoniste. Voyant cela, le dernier homme restant est complètement terrifié par la force du jeune homme. Mais Ash ne lui laisse pas le temps de réagir et le frappe avec un coup de poing précis au visage. Sur ce, tous les agresseurs se retrouvent au sol, complètement vaincus par l'ancien chevalier. Après le combat, le protagoniste ajuste ses vêtements et semble assez calme face à la situation. Cependant, le premier homme qui l'a combattu se relève, ses yeux brillants de rage. La brute tire alors son épée et dit qu'il ne pardonnera pas ce que le jeune homme vient de faire. Ash est un peu surpris par cela et s'interroge sur le fait qu'il dégaine une arme en ville. L'homme charge alors en criant qu'il va l'abattre, et frappe de toutes ses forces. Mais avant que l'attaque ne le touche, une voix mystérieuse crie que ça suffit. Un chevalier en armure apparaît dans la ruelle et dit qu'il ne peut plus ignorer l'agitation. Le nouveau venu continue, disant qu'un amateur ne pourrait pas vaincre un vrai chevalier. À la surprise de tous, il révèle qu'il connaît le jeune homme et l'appelle Ash, l'un des meilleurs de l'Empire. Le protagoniste sourit en reconnaissant son vieil ami et l'appelle par son nom, Bael. Le chevalier se présente comme Bael Baron et arrête les brutes pour avoir causé des problèmes. Un souvenir montre alors les deux se battant lors d'un match d'échange dans le passé. Ils s'affrontent dans un duel intense, leurs épées s'entrechoquant avec une grande force. Le bilan de victoire et de défaite entre eux était exactement de 50% pour chaque côté. De retour au présent, les deux se serrent la main, et le narrateur dit qu'il est un bon rival. Pour célébrer leur retrouvailles, les deux amis trinquent avec des chopes de bière dans une taverne. Bael dit qu'il s'est précipité à cause d'une perturbation mais ne s'attendait pas à trouver un ami. En buvant, il demande ce que Ash fait dans le royaume, et le jeune homme a l'air un peu gêné. L'ancien chevalier commence alors à lui raconter tout ce qui lui est arrivé dans l'Empire. Après avoir expliqué la situation, le protagoniste dit que c'est pourquoi il a quitté les chevaliers et est venu ici. Le jeune homme dit que le simple fait de penser à tout ça le met très en colère et le frustre. D'un claquement de doigts, Bael suggère que Ash commence une nouvelle vie là, dans le royaume de Rosebel. Le protagoniste est confus par la proposition et ne comprend pas ce que son ami veut dire. Le chevalier le pointe alors du doigt et l'invite à devenir un chasseur de donjons. Ash est encore plus confus et répète les mots de son ami, ne comprenant pas le concept.
Baël explique que c'est un travail où l'on chasse des monstres à l'intérieur des donjons dangereux. Après ça, il collecte les pierres magiques des corps des créatures pour les vendre à l'association. Le chevalier dit qu'il serait heureux si un ancien chevalier compétent comme lui devenait un chasseur. Mais soudain, un soldat entre en courant dans la taverne et crie qu'il y a une urgence. L'homme rapporte qu'une épidémie de monstres s'est produite dans le donjon, et tout le monde est choqué. Le soldat continue, disant que c'est une débandade de créatures et que la situation est très sérieuse. Il explique qu'ils ont déjà envoyé une demande d'aide mais ne savent pas combien ils pourront rassembler à temps. Baël se tourne alors vers son ami et l'appelle par son nom avec un air sérieux. Il tend la main et demande si le jeune homme se battra à leur côté pour protéger la ville. Une débandade est un phénomène où les monstres deviennent féroces et envahissent les villes. Les créatures qui sortent du donjon détruisent tout sur leur passage et menacent tout le monde. Les monstres attaquent sans relâche tout ce qu'ils voient, et les gens sont en danger constant. Ash comprend alors qu'ils doivent éliminer les créatures avant qu'il y ait des victimes. Sans hésitation, l'ancien chevalier accepte d'aider et dit qu'il se battra avec son ami. Il serre la main de Baël et dit qu'il fera de son mieux pour ne pas le gêner pendant la bataille. Les deux se dirigent alors vers l'association des chasseurs pour rejoindre les autres. L'endroit est en plein chaos, avec plusieurs chasseurs se disputant et se préparant pour le combat. Le soldat qui les a appelés annonce l'arrivée de Baël, mais les autres se plaignent du retard. Un chasseur se dispute avec une jeune femme, demandant s'il y a eu un contact avec l'ordre des chevaliers. Ash commente la confusion, et son ami dit que cela montre la gravité de la situation. Baël s'approche alors de la réceptionniste et lui demande d'expliquer les détails de la mission. La jeune femme signale une épidémie anormale de 300 singes bleus au 10e étage souterrain. Avec un air inquiet, le chevalier conclut qu'une débandade va définitivement se produire. La réceptionniste demande qui est le jeune homme à côté de lui, et Baël le présente comme son ami. Elle est un peu méfiante, car le jeune homme ne semble être ni un chevalier ni un chasseur. Deux autres chasseurs s'approchent et demandent si le nouveau venu a de l'expérience au combat. Baël leur assure que les compétences de son ami sont excellentes, et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Après avoir tout clarifié, le chevalier leur dit de se dépêcher et d'aller au donjon. Le groupe arrive alors à l'entrée du deuxième donjon de la ville, un endroit sombre et dangereux. Baël propose de prêter une arme et une armure à son ami, et il accepte l'aide. Ash choisit un plastron léger et dit qu'il préfère une épée longue, mais Baël suggère autre chose. Baël révèle alors que l'arme est une épée magique, un objet dont Ash n'a jamais entendu parler. Le chevalier explique que c'est une technologie exclusive au royaume qui combine la magie et les armes. Pour l'activer, il tend à son ami une pierre magique à placer dans le trou sur la garde. Le jeune homme prend alors la pierre et l'insère dans l'épée, un peu curieux du résultat. La pierre s'emboîte parfaitement, et une lumière bleutée commence à émaner de la lame de l'arme. Une aura brillante enveloppe l'épée, et l'ancien chevalier est surpris par ce qu'il voit. Baël dit que la puissance de l'arme augmente considérablement son tranchant, la rendant plus forte. Ash est stupéfait et dit qu'une arme comme celle-ci changera complètement la façon de se battre. Les préparatifs terminés, le groupe se rassemble pour entrer dans le donjon et affronter les monstres. Le narrateur explique que le donjon a plusieurs étages, et les monstres changent à chacun d'eux. Plus ils s'enfoncent, plus les créatures deviennent féroces et dangereuses. Baël dit qu'ils ont installé une barricade dans les escaliers menant au 3e étage pour les intercepter. En arrivant là, le protagoniste est surpris de voir que l'endroit ressemble à un bâtiment artificiel. Le chevalier dit que les donjons sont pleins de mystères, et qu'il devrait se concentrer sur la mission. Il montre une barricade dans les escaliers menant au 4e étage où ils formeront une unité. Mais soudain, la barricade commence à être attaquée par quelque chose avec une force énorme. Baël crie que les monstres sont déjà arrivés, et un chasseur désespère face à la situation. Le chevalier appelle alors son ami au combat, et les deux avancent ensemble dans la bataille. En un instant, la barricade est complètement détruite par une explosion d'énergie. Peu après, une meute de singes bleus géants sort du trou, prête à attaquer. Baël prévient que le point faible des singes est leur tête, et Ash confirme, prêt pour le combat. Juste après, une des créatures charge avec un rugissement féroce vers le protagoniste. Mais l'ancien chevalier esquisse un léger sourire et remarque qu'ils ne sont pas si rapides. D'un coup rapide et précis, il utilise son épée magique pour couper le monstre en deux. Les autres chasseurs sont choqués de voir que le jeune homme a vaincu la créature d'un seul coup. Ils se demandent alors ce qu'est cette épée, car elle semble coupée comme dans du beurre. En combattant, Baël rit et demande à son ami s'il a aimé la puissante épée magique. Ash réalise alors qu'avec cette arme, il n'a peut-être même pas besoin de viser le point faible sur la tête. Pour tester sa théorie, il attaque un autre singe avec une entaille horizontale sur son corps. Le coup fonctionne parfaitement, et la créature est vaincue, projetée contre le mur. Même au sol, le monstre tressaille encore un peu avant de cesser de bouger. Mais soudain, une autre créature l'attaque par surprise, essayant de l'attraper depuis le sol. L'ancien chevalier réagit à temps et parvient à trancher le monstre avec son épée brillante. Baël prévient alors que ces créatures sont spéciales et très résistantes, ce qui agace Ash. Le protagoniste comprend que c'est le travail d'un chasseur et donne un coup de pied à l'un des monstres. Mais la horde de créatures semble sans fin et une autre charge vers lui. Il se plaint alors que la situation est difficile en abattant un autre ennemi avec son épée. Pendant ce temps,
Baël fait face à un singe qui accumule de l'énergie et dit que la fourrure vaut très cher. Le chevalier prépare son attaque et dit que la fourrure est populaire pour les vêtements d'Yves des nobles. Les autres chasseurs sont impressionnés car les singes bleus ne sont pas des monstres faibles. Les chasseurs sont impressionnés et se demandent qui est l'assistant du capitaine Baël. Un chevalier révèle alors qu'il est H le Conquérant, un nom qui surprend tout le monde. Il continue, expliquant que le jeune homme a autrefois arrêté une débandade de monstres dans l'Empire. Le soldat dit qu'à cette occasion, l'ancien chevalier a vaincu 200 monstres à lui seul. Les autres sont choqués par le nombre et disent que c'est une élite, comme un héros. Le chevalier conclut que s'il est au même niveau que Baël, alors il a le talent des 10 épées. H est un peu confus et demande ce qu'est ce titre des 10 épées du royaume. Une énergie rouge apparaît alors autour de son œil alors qu'il continue de se battre. Le chevalier retire son casque pour répondre à la question et dit oui avec un air sérieux. Avec un sourire légèrement sinistre, il explique que c'est le plus grand désir de tous les chevaliers. Le protagoniste crie alors si son ami n'est pas devenu plus fort et le complimente pendant la bataille. Baël répond que l'ancien chevalier est également devenu plus fort qu'il ne l'était il y a un an. Les deux combattent alors côte à côte, leurs épées brillant dans un tourbillon contre les monstres. Le jeune homme demande si le chevalier le pense vraiment, et semble heureux du compliment. Baël dit que cela ne fait que lui donner encore plus envie que son ami devienne un chasseur comme lui. Après un moment, le combat se termine enfin, et les deux sont entourés de corps de monstres. Les autres chasseurs regardent, choqués, réalisant qu'ils ont vaincu 300 singes à eux deux. Ils réalisent alors qu'ils n'ont rien fait, et H et Baël célèbrent leur victoire ensemble. De retour à l'association, la réceptionniste compte la valeur totale des pierres magiques collectées. La jeune femme annonce que le total est de 600 000 rohos, et tout le monde est surpris par le montant. Baël demande si les chasseurs d'élite ne gagnent pas toujours ce montant, et la jeune femme le confirme. Avec un sourire et un clin d'œil, le chevalier recrute alors à nouveau son ami pour la cause. Il demande si H ne veut pas devenir un chasseur de donjons, et le jeune homme a l'air pensif. La réceptionniste s'enthousiasme et lui demande d'accepter la proposition, les mains jointes. L'ancien chevalier esquisse un sourire gêné et dit qu'il suppose que oui, acceptant l'offre. D'une poignée de main, il confirme qu'il deviendra un chasseur, et tout le monde célèbre. Le personnel de l'association applaudit avec enthousiasme la décision du nouveau membre de l'équipe. Pour célébrer, Baël suggère une fête de bienvenue, et tout le monde est d'accord avec l'idée. La scène montre ensuite le clocher de la ville la nuit, avec la pleine lune dans le ciel. Plusieurs jours plus tard, à la caserne des chevaliers impériaux, une lettre arrive pour quelqu'un. Une soldate appelle Ruka et dit qu'une carte postale est arrivée pour elle à son nom. La chevalière la remercie et prend la lettre avec un air un peu curieux quant à l'expéditeur. Elle se demande qui cela peut être et est un peu confuse en regardant la carte dans ses mains. Soudain, on entend un rire quelque peu sinistre, et la jeune femme se tient dos à la pièce. Avec un regard effrayant et un sourire malveillant, elle dit qu'elle ira le voir tout de suite. La scène retourne ensuite au quartier général des chevaliers impériaux par une journée ensoleillée. Yaruka lit la carte avec un sourire soulagé et dit qu'il semble être plein d'énergie. Mais son visage change alors, et elle lit l'adresse de l'expéditeur avec un regard étrange. Ses anciens coéquipiers la saluent, mais elle semble un peu surprise. Miri et Will entrent dans la pièce, et Naruko est surprise de les voir là après si longtemps. Naruko demande alors si leur entraînement est terminé, et Mare le confirme, sans grand enthousiasme. La rousse se jette sur le canapé et dit que ce n'est pas pareil sans H dans les parages. Sur ce, la blonde révèle qu'elle a entendu dire que l'ancien capitaine est devenu un chasseur dans le royaume de Rosebell. Elle explique qu'une lettre de lui est arrivée chez elle, disant qu'il chasse maintenant des monstres magiques. Marie prend un verre d'eau et se demande si ce nouveau travail de chasseur paie bien. Will prend aussi un verre et dit que d'après la lettre, leur ami ne semble pas avoir de problème financier. Le chevalier continue, disant que cela semble être un bien meilleur environnement de travail que leur ancien. Il commente que le métier de chasseur pourrait mieux convenir à H, et la jeune femme est d'accord avec l'idée. Soudain, Rook annonce avec un sourire étrange qu'elle quitte définitivement les chevaliers. Mare est choquée et demande si elle part à la poursuite de l'ancien capitaine, et la blonde confirme que oui. Puis Will révèle aussi qu'il part pour reprendre l'entreprise marchande de sa famille. La jeune rousse se plaint que l'endroit va devenir ennuyeux mais semble bientôt avoir une idée. Elle se lève, excitée, et dit qu'elle va aussi devenir chasseuse parce que ça a l'air amusant. À ces mots, une aura sombre et jalouse entoure Iruka, qui n'apprécie pas la nouvelle. Marie demande dans quelle ville du royaume se trouve le protagoniste, et la blonde continue avec son regard froid. Avec un sourire malveillant, Iruka révèle qu'il est dans la première cité donjon. La rousse l'invite à y aller ensemble, mais elle refuse immédiatement l'offre. La blonde explique qu'elle doit d'abord parler à sa famille avant de pouvoir partir là-bas. Sur ce, les trois se réunissent et déclarent que la 13e unité est officiellement dissoute. La scène nous emmène ensuite à l'association des chasseurs, un lieu à l'apparence très rustique. À l'intérieur, la réceptionniste le salue d'un bonjour, et il la reconnaît de l'autre jour. Elle lui demande s'il est venu pour finaliser son inscription, et le jeune homme confirme que oui. La jeune femme s'enthousiasme et dit que sa performance de l'autre jour était incroyable et qu'elle est heureuse. Elle se présente alors comme Mai, et le protagoniste répond un peu maladroitement que le plaisir est pour lui. Sur ce,
La réceptionniste lui tend des formulaires à remplir au comptoir. Après un moment, l'ancien chevalier finit de remplir les papiers et les remet avec un sourire. Mais prend les documents et, avec un clin d'œil, lui dit d'attendre un instant pour l'enregistrement. Quelques minutes plus tard, elle revient et lui remet sa nouvelle licence de chasseur dans une petite boîte. La jeune femme lui explique qu'il doit la montrer en entrant et en sortant du donjon, et il demande pourquoi. Elle dit que si quelqu'un ne revient pas, ils envoient une équipe de recherche, ce qui le rassure. Ensuite, May explique que tous les matériaux de monstres doivent être remis à l'association. Sur ce, elle dit qu'il est strictement interdit de prendre des fourrures pour faire un manteau d'Ivy. L'autre règle est que les chasseurs ne peuvent pas renoncer à leur citoyenneté, afin de ne pas divulguer d'informations. Le jeune homme s'interroge sur les voyages, et la réceptionniste dit qu'il est plus sûr de les éviter pour le moment. Elle termine ensuite l'explication et lui souhaite la bienvenue à l'association des chasseurs. Ash la remercie et, avec un sourire confiant, dit qu'il fera de son mieux dans son nouveau travail. La scène change ensuite et nous montre l'entrée du deuxième donjon de la ville par une journée ensoleillée. Le protagoniste marche seul dans la rue en direction de son premier travail de chasseur. Un garde à l'entrée lui demande alors s'il souhaite entrer dans le donjon maintenant. Sur ce, l'ancien chevalier confirme et montre sa nouvelle licence pour que l'homme la vérifie. Le garde confirme la licence et le laisse passer, alors le jeune homme le remercie et continue son chemin. Mais soudain, un autre chasseur le bouscule exprès dans le dos, le faisant se retourner. Sous le choc, la licence du protagoniste tombe sur le sol en pierre de l'entrée. L'homme ramasse alors la carte et s'excuse d'une manière plutôt sarcastique. Son groupe s'approche et montre la marque de débutant sur la licence de l'ancien chevalier. Puis l'intimidateur dit que s'il ne veut pas se faire éliminer, il ferait mieux de rester aux étages inférieurs. Le groupe de chasseurs part en riant, et Ash se demande ce qui ne va pas avec ces types. Ignorant la provocation, il enfile ses gants, excité à l'idée de commencer sa nouvelle vie de chasseur. Avec son épée dans le dos, le protagoniste se dirige vers l'entrée du donjon, très confiant. En arrivant au premier étage, il pense qu'il peut explorer l'endroit calmement cette fois-ci. Soudain, le jeune homme entend un bruit et se rend compte qu'un monstre l'observe à proximité. Mais il voit deux garçons qui célèbrent parce qu'ils ont obtenu une pierre magique d'un slim. L'ancien chevalier s'approche et demande ce que de si jeunes chasseurs font là. Un des garçons répond qu'il pêche des slims, ce qui laisse le protagoniste très confus. Le garçon explique alors que si on jette des légumes dans le lac, les monstres sortent pour manger. Et juste comme ça, un slim s'approche de la carotte qui sert d'appât aux deux garçons. Grâce à cela, ils réussissent à attirer la créature hors de l'eau et à l'amener sur la terre ferme. L'autre garçon utilise alors une épée pour percer le noyau du monstre et le vaincre. À ce moment-là, une petite pierre magique apparaît, et l'ancien chevalier comprend le concept de la pêche. Ils disent que les slims sont dociles, donc ils sont parfaits pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Le protagoniste commente que les monstres ici n'ont pas l'air bien méchants, et les garçons le confirment. Le garçon lui suggère alors d'aller au 10e étage s'il est confiant, et le jeune homme accepte. Mais alors le garçon tend la main, et le protagoniste est un peu confus par son geste. Sur ce, le garçon demande des frais d'information, laissant l'ancien chevalier choqué par son attitude. Le garçon le remercie pour l'affaire tout en comptant l'argent, et Ash fait un signe de la main maladroit. Avec ça, le protagoniste réalise qu'il s'est aussi fait avoir par les garçons malins. Se ressaisissant, le jeune chasseur décide qu'il est temps d'aller à l'étage suivant du donjon. Il s'enthousiasme et a hâte de voir quels monstres l'attendent aux étages inférieurs. Pendant ce temps, le chasseur intimidateur de tout à l'heure semble être très en colère pour une raison quelconque. Avec un regard furieux, il ne comprend pas ce qui se passe avec ces créatures. Son groupe est alors encerclé par plusieurs monstres aux yeux rouges brillants dans l'obscurité. La scène nous emmène ensuite au 4e étage, un endroit qui est un vaste champ vert et ensoleillé. Le protagoniste est surpris de voir un champ et comprend que le paysage change à chaque étage. Il lève les yeux et est étonné qu'il y ait un ciel alors qu'ils sont au 4e sous-sol. Soudain, l'ancien chevalier remarque quelque chose qui bouge dans les hautes herbes à proximité. Puis, un mignon lapin avec une corne apparaît devant lui, et il trouve la créature adorable. Mais soudain, la créature se retourne et donne un coup de pied à son épée avec une vitesse et une force surprenantes. Le jeune chasseur est complètement surpris par l'attaque inattendue de la petite créature. Il se souvient que même si elle est mignonne, c'est toujours un monstre et l'attaque avec son épée magique brillante. Avec le lapin vaincu, Ash célèbre sa première soumission officielle de monstre dans le donjon. Le protagoniste sort un livre pour voir le nom de la créature qu'il vient de vaincre. Dans le livre, il découvre que c'est un lapin cornu, et le nom correspond exactement à son apparence. Il réalise alors que les matériaux à remettre sont la corne et la pierre magique du monstre. Le jeune chasseur ramasse alors les objets et les met dans une petite bourse en cuir. Ash tient le sac et pense que cette bourse est vraiment un objet mystérieux à utiliser. Mais en voyant le prix d'achat, il se rend compte que les matériaux de ce monstre sont très bon marché. Avec cela, il conclut que ça ne vaut pas la peine de les combattre, et qu'il devrait se diriger vers les étages inférieurs. Soudain, une horde de lapins cornus apparaît devant lui avec des regards très menaçants. Terrifié, le protagoniste se met à courir désespérément pour échapper à la masse de lapins. Le narrateur explique qu'il s'est passé quelques petites choses,
et qu'il est maintenant au 9e étage du donjon. Son exploration s'est poursuivie sans problème, et au 10e étage, il affronte les singes bleus. En arrivant au 13e étage, l'ancien chevalier prend une profonde inspiration et pense qu'il a parcouru un long chemin. Il observe l'endroit et se demande si après le champ et la forêt, c'est maintenant une grotte. Soudain, un cri effrayant résonne dans le couloir, et le jeune homme se retourne surpris. Le protagoniste réalise que le son vient de plus loin et court vers le bruit. Là, il trouve le même groupe de chasseurs de l'entrée, entouré de plusieurs squelettes. Le jeune chasseur se souvient alors que c'étaient les mêmes types qu'il a vus à l'entrée du donjon. Un squelette géant avec une cape rouge se prépare à attaquer le chef du groupe de chasseurs. À ce moment, l'ancien chevalier leur crie de faire attention et charge avec son épée brillante. Il réussit alors à bloquer le coup du monstre à temps, sauvant le chasseur de l'attaque fatale. Le protagoniste demande alors si le chasseur va bien, et il confirme que oui, un peu choqué. Face au monstre, Ash pense que c'est la première fois qu'il voit un squelette comme ça. Sur ce, le jeune homme charge et attaque le corps de la créature avec un coup puissant de son épée. L'attaque atteint sa cible, et le corps du squelette se brise sous la force de l'impact. Mais même au sol, les yeux de la créature brillent encore, et elle semble être vivante. L'ancien chevalier se demande si le point faible est la tête et prépare une nouvelle attaque avec son arme. Il assène alors un coup puissant au crâne du monstre avec sa lame brillante. Après l'attaque, le protagoniste pousse un soupir de soulagement, pensant que la bataille est enfin terminée. Soudain, une pierre magique violette commence à briller à l'intérieur du torse du squelette tombé. À ce moment, le monstre commence à se réparer, et le jeune chasseur est choqué par la scène. Il se demande si la créature est immortelle mais se souvient vite qu'elle est déjà sans vie, après tout. Les autres chasseurs crient alors que le point faible est la pierre magique dans la zone du cœur. En regardant de plus près, Ash voit la pierre brillante et comprend que c'est sa véritable cible. Le squelette se relève alors et charge avec son épée pour attaquer le protagoniste. Mais le jeune homme esquive le coup et contre-attaque avec une taillade précise de sa lame bleutée. Puis il se prépare et charge rapidement pour tenter une attaque directe sur le torse du monstre. Avec un coup de poing précis, il frappe la cage thoracique du squelette pour saisir la pierre magique. Ses yeux brillent, et il arrache la pierre avec sa main, demandant ce que le monstre en pense. À ce moment, la pierre magique se brise dans sa main, et le protagoniste est satisfait du résultat. Sans sa source de pouvoir, le squelette tombe enfin au sol, complètement vaincu. Le protagoniste comprend le point faible du monstre alors qu'il fait face au squelette restant. Il pense que maintenant qu'il sait comment les vaincre, la bataille ne sera plus un gros problème. Avec un sourire confiant sur son visage, le jeune chasseur prépare son épée pour la prochaine attaque. Il charge avec sa lame brillante et frappe un autre monstre d'un coup rapide et précis. Avec un autre mouvement précis, il détruit un squelette de plus avant que la créature ne puisse réagir. Les yeux brillants, il déchaîne une capacité et vainc plusieurs ennemis à la fois. Après le combat, le protagoniste pousse un soupir de soulagement au milieu des monstres enfin vaincus. Le groupe de chasseurs qui l'a sauvé s'approche alors et le remercie beaucoup pour toute son aide. Le chef du groupe le reconnaît comme le débutant de l'entrée et est surpris par sa force. Il s'excuse alors de s'être moqué de lui, et Ash demande ce qui est arrivé au groupe. Le chasseur explique que comme le donjon était calme, ils sont allés plus loin que d'habitude. Un flashback montre alors le groupe marchant dans les couloirs de la grotte sans se soucier de rien. Mais soudain, un squelette les a attaqués par surprise, sortant de l'ombre sans prévenir. Un des membres du groupe l'a protégé du coup mais a été gravement blessé à sa place. Ils ont essayé de se battre mais n'avaient aucune chance contre la horde de monstres qui les entourait. La fille du groupe dit qu'il ne pouvait rien faire et s'occupe de son ami blessé. Le chef du groupe crie le nom de son ami, et Ash s'approche pour voir la blessure. Le jeune homme réalise que la blessure est grave et que la vie du chasseur est actuellement en danger. Soudain, une ombre géante apparaît dans le couloir sombre, effrayant tout le monde. Peu après, une nouvelle horde de squelettes apparaît, prête à attaquer le groupe acculé. Le protagoniste se plaint que d'autres monstres sont apparus pendant que la fille l'aide avec leur ami blessé. Avec un air inquiet, le jeune chasseur réalise que le nombre d'ennemis est très grand. Les autres chasseurs sont aussi terrifiés et comprennent que la situation est très compliquée. Alors, la fille du groupe crie à l'ancien chevalier de faire attention à l'attaque imminente. Ash se retourne, surpris par l'avertissement, et se prépare au danger qui approche rapidement. Peu après, la horde de squelettes charge avec leurs épées prêtes à attaquer le jeune homme. Le jeune chasseur parvient à détruire le corps d'un des monstres avec son épée brillante. Mais à sa surprise, les créatures commencent à se régénérer d'elles-mêmes juste après. Agacé, il réalise qu'il doit viser la pierre magique pour les vaincre une bonne fois pour toutes. Ash crie alors au groupe de prendre l'homme blessé et de courir pendant qu'il retient les ennemis. Sur ce, l'ancien chevalier saute et attaque un autre squelette avec une puissante frappe aérienne. Il repousse ensuite le corps du monstre d'un coup de pied après avoir frappé sa poitrine avec son épée. Mais le jeune homme se plaint de ne pas pouvoir viser les pierres car il y a trop d'ennemis regroupés. Le protagoniste réalise qu'ils sont complètement encerclés et que la situation est très mauvaise. Ne sachant que faire, il se demande quelle serait la meilleure façon de se sortir de ce mauvais pas. Soudain, l'ancien chevalier semble avoir une idée, et ses yeux s'écarquillent à un souvenir.
Un souvenir le montre alors en train d'acheter une épée longue et un plastron dans une boutique. Le protagoniste dit que son équipement est maintenant parfait, et le vendeur lui fait un cadeau. L'homme explique que c'est une bombe fumigène qui repousse les monstres et pourrait être utile. Le jeune homme prend alors l'objet et se demande s'il fonctionne vraiment comme l'homme l'a dit. De retour dans le présent, Ash fouille désespérément ses poches à la recherche de la bombe fumigène. Avec un sourire soulagé, l'ancien chevalier trouve enfin l'objet qui pourrait les sauver. Il dit alors qu'il n'a pas le choix d'essayer et lance la bombe de toutes ses forces. La bombe vole rapidement vers la horde de squelettes et explose dans un éclair bleu. L'objet frappe l'un des monstres en plein visage, et une fumée blanche commence à se répandre. La fumée couvre toute la zone, et le groupe attend anxieusement de voir le résultat de l'attaque. L'ancien chevalier se demande si ça va marcher, car sinon, ils sont complètement fichus. Les mains jointes, il supplie pour que l'objet fonctionne et les sauve de cette situation. La fumée commence à se dissiper, et les squelettes semblent avoir arrêté de bouger pour une raison quelconque. Voyant que ça a marché, le groupe célèbre et dit que l'objet est incroyable pour arrêter les monstres. Mais Ash crie qu'il n'y a pas le temps de célébrer et leur dit de courir tant qu'ils le peuvent. Sur ce, le protagoniste porte le chasseur blessé, et ils courent tous pour échapper au danger. Après un moment, le jeune homme dit que les monstres ne les suivront probablement pas jusqu'ici. Le chasseur blessé se lamente que son bras pourrait être perdu, et Ash s'approche pour aider. Le protagoniste commence alors à bander le bras de l'homme pour essayer d'arrêter le saignement. Il sort une potion et dit qu'il va la verser dans la bouche du chasseur pour l'aider à guérir. Sur ce, Ash force la bouche de l'homme à s'ouvrir et y verse le liquide vert pour le sauver. La potion fonctionne et le saignement ralentit, alors Ash lui dit de l'emmener à la surface. La scène nous emmène ensuite en ville où le clocher brille sous la lumière du coucher de soleil. Sur ce, le groupe quitte le donjon en portant son ami blessé, et le protagoniste crie pour un médecin. Peu après, des médecins arrivent et emmènent le chasseur sur une civière à l'hôpital. Fatigué, Ash s'assoit sur un canapé et pense que son travail est fait, et que le reste dépend du médecin. Le chef du groupe s'excuse alors et offre une récompense, mais le jeune homme refuse sur le champ. L'ancien chevalier dit qu'il est naturel de s'entraider, et leur dit de ne pas s'en inquiéter. Une heure plus tard, un médecin sort de la chambre, et le groupe demande anxieusement comment va leur ami. Le médecin explique que la potion lui a sauvé la vie, ce qui soulage la fille du groupe. Mais il révèle qu'ils n'ont pas pu sauver son bras, et le chef dit que le simple fait de survivre est suffisant. Ash est d'accord, disant que tant qu'on est en vie, tout est possible, et qu'ils lui trouveront un travail. En voyant leur amitié, le protagoniste pense avec un sourire qu'il envie ce sentiment. À ce moment, il se souvient de son ancienne équipe, l'unité Janus, et se demande ce qu'ils font. Un mois passe, et un chasseur dans une taverne demande à Ash s'il ne va pas rejoindre un groupe. Deux hommes musclés l'invitent dans leur groupe, mais le jeune homme dit qu'il préfère être seul. Le chasseur dit qu'il a entendu dire qu'il a aussi été invité par le groupe d'élite, Golden Knight. Ash commente que le chef du groupe est doué, mais ses gestes sont très agaçants. Soudain, un autre homme dit qu'un monstre nommé rôde au 14e étage. Le protagoniste est curieux et demande ce que c'est, et l'homme explique que c'est une créature rare. Il dit que Dulahan, le cavalier sans tête, est apparu et a provoqué une grande agitation là-bas. Le chasseur dit que les monstres nommés sont forts, et Ash convient que ce serait trop pour lui seul. Soudain, les pieds d'une femme mystérieuse apparaissent dans la taverne, attirant l'attention de tous. Les hommes présents sont enchantés par la beauté de la jeune femme qui vient d'arriver au bar. Tous les clients dévisagent la belle femme blonde qui marche élégamment dans la salle. L'ami d'Ash insiste à nouveau pour qu'il rejoigne son groupe, mais le jeune homme refuse une fois de plus. Soudain, une main lui couvre les yeux et une voix féminine demande qui est là. L'ancien chevalier reconnaît la voix et est complètement choqué quand il se retourne pour voir qui c'est. Dans une robe blanche et avec un sourire aux lèvres, Ruka apparaît devant lui par surprise. Avec un regard aimant, la fille dit qu'elle est venue le voir et l'appel est né, comme toujours. La scène change alors, et on les voit assis à une table à l'extérieur, la nuit. Le protagoniste demande ce qu'elle fait là, et la fille ne comprend pas sa question. Avec un sourire, elle dit qu'elle est venue pour lui, ce qui laisse le jeune chasseur très surpris. Il l'interroge alors sur les chevaliers, et Ruka révèle qu'elle a démissionné sans hésiter. Ash demande comment sa famille l'a laissé partir, et elle répond avec un regard un peu étrange. La jeune femme révèle qu'elle a coupé les ponts avec sa famille, et le protagoniste recrache son café sous le choc. Elle explique que lorsqu'elle a dit qu'elle allait à Rosebel, son père l'a défiée en duel. Yoruka dit qu'elle a combattu son père et l'a complètement vaincu pour gagner sa liberté. La fille révèle qu'elle a décidé de devenir une chasseuse pour être à ses côtés pour toujours. Avec cette déclaration soudaine, l'ancien chevalier devient complètement troublé et ne sait pas quoi dire. Avec un clin d'œil, elle dit qu'être une chasseuse et une fiancée en même temps est parfaitement acceptable. Gêné, le protagoniste essaie de demander quelque chose, mais Ruka l'encourage à continuer avec un sourire. Il pense qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, mais son esprit est un peu confus quant à ses sentiments. À ce moment, il se souvient de son ex-fiancée et de la peur qu'il a d'être trahi à nouveau. Alors, avec un sourire forcé sur son visage, le jeune homme dit que ce n'est rien et change de sujet.
Yaruka le regarde alors avec une expression inquiète et l'appelle par son nom avec un regard sérieux. Peu après, elle lui prend doucement la main et dit qu'il est une pauvre personne. La fille devient furieuse et dit que c'est la faute de cette vilaine femme qui lui a brisé le cœur. Sur ce, elle se lève et promet qu'elle ne le laissera jamais seul, quoi qu'il arrive. Yaruka dit alors qu'elle y mettra sa vie en jeu, laissant le protagoniste choqué par sa déclaration. Ensuite, elle se rapproche et dit qu'elle est contente que l'autre ne l'ait pas emmené pour de bon. Elle le serre alors dans ses bras et dit qu'elle attendra aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'il se ressaisisse. Le jeune homme recrache sa boisson et se demande si elle a vraiment toujours été ce genre de fille. Gêné, il suggère qu'il retourne à l'auberge, et elle accepte en souriant. Pendant qu'il marche, l'ancien chevalier lui demande si elle a réussi à leur trouver un logement. Le protagoniste pointe alors dans une direction et dit qu'il va par là. Sur ce, ils marchent tous les deux vers une grande auberge dans la rue principale de la ville. Le jeune chasseur est confus de voir que la fille le suit au même endroit. À sa grande surprise, ils finissent tous les deux par s'arrêter devant la même porte de chambre à l'auberge. La fille le pousse alors dans la chambre et ferme rapidement la porte derrière eux. Face à cela, le protagoniste panique tandis que Yaruka semble très heureuse de la situation. Le protagoniste se demande pourquoi elle est là et Yaruka explique qu'elle a demandé à la guilde. Elle verrouille ensuite la porte et dit que cela montre à quel point elle est sérieuse à ce sujet. La fille lui saute dans les bras et dit qu'à partir de maintenant, ils seront ensemble pour toujours. Sur ce, elle se rapproche et lui murmure à l'oreille, l'appelant à nouveau son aîné. L'ancien chevalier devient complètement troublé et s'envoie face au geste audacieux de son ami. La scène change ensuite pour l'extérieur de l'auberge, indiquant que la nuit est enfin passée. Le lendemain matin, le jeune homme est assis sur le lit tandis que Ruka dort encore paisiblement. Il se félicite de sa patience, et la fille se réveille en lui disant bonjour avec un sourire. Elle lui prend alors la main et lui dit qu'il a bien tenu le coup pendant la nuit. Mais ce n'était que le début. D'un air confiant, la jeune femme dit qu'elle ne précipitera pas les choses et qu'elle sait attendre. Malgré tout, elle le taquine en disant qu'un jour, elle l'amènera à poser les mains sur elle d'une manière ou d'une autre. Yaruka le tire alors et lui dit de se préparer car elle doit obtenir sa licence de chasseur. Fatigué, le protagoniste se lamente que si cela continue, il finira par être insomniaque. Les deux se rendent alors à la guilde pour que la fille puisse s'inscrire comme nouvelle chasseuse. En arrivant, le jeune homme dit bonjour à la réceptionniste, mais, qui lui rend son salut. Soudain, la blonde apparaît à côté de lui et dit bonjour à la réceptionniste, qui sursaute. Yaruka dit qu'elle est venue chercher sa licence, et met la foudroie du regard et commence à grogner. La réceptionniste leur demande d'attendre un moment, et l'ancienne chevalière sourit victorieusement. Le protagoniste demande alors si quelque chose ne va pas, et Yaruka le serre dans ses bras avec un regard étrange. Elle explique qu'elle a senti que Mei l'appréciait, alors elle a décidé de lui donner un petit avertissement. En colère, Mei claque la licence sur le comptoir, et Yaruka la remercie de manière très cynique. La réceptionniste la foudroie alors d'un regard furieux et dit qu'elle ne perdra pas, quoi qu'il arrive. Avec un sourire victorieux, l'ancienne chevalière répond qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Les deux se fusillent du regard, des étincelles jaillissant de leurs yeux, et le protagoniste désespère face à cette dispute. Pour calmer la situation, H dit qu'ils doivent aller au donjon, et la blonde accepte immédiatement. À l'entrée du donjon, le jeune homme dit qu'avec le talent de Ruka, ils peuvent aller plus profond. Sur ce, le duo avance rapidement et atteint le 10e étage de cet endroit dangereux. Là, il rencontre des singes bleus, et l'ancien chevalier demande à son ami de se battre seul. Les créatures rugissent alors férocement, montrant leurs crocs acérés à la nouvelle chasseuse. Peu après, les monstres chargent en meute pour essayer d'attaquer la fille tous en même temps. Mais Ruka reste calme et prépare son arc avec un air sérieux pour le combat à venir. Elle tire alors une puissante flèche d'énergie qui vole vers ses ennemis. Le protagoniste observe le combat à distance, et est un peu surpris par le talent de son ami. La jeune femme saisit alors rapidement 3 autres flèches de son carquois pour continuer l'attaque. D'un air déterminé, elle prépare son arc pour tirer les 3 flèches en même temps. La puissante attaque avance comme un éclair de lumière et frappe les singes bleus en plein dans le mille. H est impressionné et dit que sa précision et son talent se sont beaucoup améliorés, mais la situation se complique alors que d'autres créatures sautent des arbres pour rejoindre le combat. L'ancien chevalier lui crie alors de passer au combat rapproché, et la jeune femme accepte. Sur ce, la nouvelle chasseuse range son arc et sort une dague pour les combattre de près. Les yeux rouges brillants, la fille charge et tranche la tête du monstre. La créature crie alors de douleur sous le coup précis qu'elle reçoit de son adversaire. La jeune femme fait alors un saut périlleux arrière et achève le singe d'une attaque précise à la dague. Yaruka grimpe sur un autre monstre et le terrasse d'un puissant coup descendant. H est fier et pense que son combat au corps à corps est également impressionnant. Après avoir vaincu les monstres, l'ancienne chevalière fait un signe à son ami avec un sourire victorieux. Le protagoniste sourit alors et dit qu'il est fier que sa cadette soit devenue si forte. Sur ce, le duo de chasseurs quitte le donjon après une journée d'entraînement très intense. Il félicite la fille pour ses progrès, et elle lui demande de la féliciter encore plus. Avec un sourire, le jeune homme suggère qu'il essaie le 13e étage le lendemain. Soudain, un des garçons de la pêche au cime apparaît en courant et en criant son nom.
Le garçon arrive essoufflé et dit qu'un monstre nommé est apparu dans le donjon et qu'ils ont besoin d'aide. La nouvelle choque l'ancien chevalier, qui reste sans voix en apprenant que Dulahan est là. La scène nous emmène ensuite à la guilde des chasseurs, où tout le monde est agité par la nouvelle. Une fille avec un ours en peluche dans les bras tremble de peur, assise sur une chaise. La réceptionniste, explique que le groupe de la fille a rencontré le monstre au 14e étage. Le garçon révèle qu'elle est la seule survivante et que plus de 10 personnes ne sont pas revenues. Le protagoniste s'agenouille alors devant elle et lui demande si elle peut lui raconter ce qui s'est passé. Terrifiée, la fille dit que l'épée du monstre s'est soudainement déplacée toute seule et les a attaqués. H demande ce qui est arrivé à l'épée, mais la jeune femme se met à pleurer, incapable de répondre. Le protagoniste dit qu'elle n'est pas en état de parler, et la réceptionniste demande quoi faire. Yoruka dit qu'ils doivent récupérer les corps et Mai demande si c'est pour leur enterrement. Mais l'ancien chevalier explique que c'est pour recueillir des informations sur le monstre à partir des blessures. Pendant ce temps, la survivante est emmenée par les gardes, toujours en état de choc. Le protagoniste convient qu'il serait difficile d'obtenir des informations d'elle dans cet état. Sur ce, il demande si un monstre nommé est vraiment si fort, et Mai s'inquiète. Elle explique que le singe rouge d'il y a 3 ans a nécessité tous les chasseurs d'élite. Mais dit que l'association formera une équipe de récupération mais aura besoin d'une escorte. Le garçon pêcheur dit que s'il rencontre le monstre, la mission est terminée pour eux. Le protagoniste devient alors pensif et se souvient du chasseur qu'il a sauvé dans le donjon. Il appelle alors la réceptionniste par son nom d'un air sérieux et se porte volontaire pour la mission. D'un air déterminé, H dit qu'il ira comme escorte pour l'équipe de récupération. Le lendemain, une base est installée devant le 2e donjon pour le début de la mission. Là, le protagoniste rencontre l'équipe et explique que la destination est le 14e étage. Un chasseur demande ce qu'ils feront s'ils rencontrent le monstre, et H répond qu'ils s'enfuiront. Mais les autres chasseurs rient et disent qu'ils pourraient probablement vaincre la créature. Le jeune homme dit alors à Iruka d'attendre à l'auberge, mais elle le serre par derrière et refuse. La fille le pointe du doigt et crie qu'elle ne sera pas un fardeau, ce qui le fait accepter avec gêne. D'un air déterminé, le protagoniste dit à l'équipe qu'il est temps de commencer. Sur ce, tout le groupe avance ensemble vers l'entrée du donjon pour la mission. Dès le 1er étage, le groupe rencontre des squelettes, mais le protagoniste agit rapidement. Il crie sur les soldats ennemis ou squelettes, et tout le monde se prépare pour la bataille à venir. Les créatures avancent avec leurs épées et leurs yeux rouges brillants dans l'obscurité de la grotte. H dit que la priorité est la récupération et qu'ils doivent détruire les pierres et continuer. Il demande ensuite à Yaruka de tirer sur les pierres magiques, la fille dit qu'elle essaiera. L'ancienne chevalière tire alors une puissante flèche d'énergie qui détruit les monstres. Un des chasseurs loue le talent de la fille, et tout le monde est impressionné par sa puissance. Un autre membre dit qu'avec elle, le chemin vers le 14e étage sera facile. Mais soudain, un bruit étrange surprend tout le monde, et il s'arrête pour voir ce que c'est. L'équipe continue alors son chemin à travers les couloirs sombres du donjon avec prudence. L'équipe continue de courir à travers les couloirs sombres de la grotte pour atteindre sa destination. En arrivant sur les lieux, le groupe est choqué de voir la scène qui les attend. 2 chasseurs combattent Dulahan, le cavalier sans tête, qui est apparu par surprise. Avec une armure imposante et une flamme bleue sur son cou, la créature a l'air très puissante. Le monstre lève alors son épée enflammée et se prépare à attaquer les 2 chasseurs. Il porte alors un coup puissant que les hommes tentent de parer avec leurs armes. Mais la force de l'attaque est trop grande, et les chasseurs sont projetés en arrière par l'impact. Le monstre attaque alors à nouveau avec son épée enflammée, ne leur laissant aucune chance de réagir. D'un seul coup enflammé, le cavalier sans tête terrasse tous les autres ennemis. Le protagoniste est choqué car le monstre n'était pas censé se trouver à cet étage du donjon. Le protagoniste se demande quel genre d'arme c'est et comment sa lame peut être en feu. Il voit alors les corps des chasseurs fondre comme des bonbons sous la chaleur du feu. Les yeux violets brillants, le jeune homme se demande comment il pourrait combattre ce monstre. Soudain, le cavalier sans tête se tourne vers le groupe qui observe la scène. Un des chasseurs crie qu'ils ont été repérés et dit à tout le monde de battre en retraite immédiatement. Le protagoniste est un peu confus, car le monstre ne semble pas se diriger vers eux. Le cavalier sans tête reste simplement au même endroit, fixant le groupe à distance. Le monstre plante alors son épée enflammée dans le sol et attend un mouvement quelconque. H est déconcerté par l'attitude de la créature et ne comprend pas ce qu'elle fait. Il réalise que le geste ressemble à l'étiquette d'un duel entre chevaliers et en est surpris. Les yeux écarquillés, le jeune homme se demande si le monstre attend qu'il tire son épée. Un souvenir montre alors le protagoniste combattant son ami Baël en duel dans le passé. Les 2 sourient sous l'excitation du combat et s'affrontent de toute leur force. H se souvient du frisson de se battre en un seul coup et à quel point c'était excitant pour lui. Avec un sourire sinistre sur le visage, l'ancien chevalier semble apprécier la situation. Sur ce, il sort sa dague et dit que ce sentiment de sa vie de chevalier lui manquait. Iruka crie son nom avec inquiétude et essaie de l'empêcher de faire une chose aussi folle. La fille dit que la sécurité de tout passe avant tout, mais le jeune homme ne semble pas l'entendre. Le protagoniste s'excuse alors avec un sourire gêné et court pour affronter le monstre. Sur ce, H et Ruka courent dans la grotte pour affronter le puissant Dulahan.
Le cavalier sans tête reste immobile, son épée plantée dans le sol, attendant son adversaire. Les chasseurs qui se sont enfuis commentent que seuls les chevaliers pourraient vaincre un monstre comme celui-là. Ruka remarque alors que son ami sourit et le regarde, un peu confuse par la scène. La fille dit qu'il sourit et le protagoniste est surpris car il ne l'avait pas remarqué. Il se touche alors le visage et réalise qu'il arborait vraiment un sourire excité. Le jeune homme se souvient qu'un seul faux pas contre un adversaire comme celui-là signifie la fin. D'un air excité, il se demande s'il veut vraiment combattre ce monstre. La scène change ensuite et nous montre l'auberge où il séjourne pendant la nuit. Yaruka prend un bain relaxant pour se préparer à ce qui l'attend le lendemain. Pendant ce temps, Ash est assis sur son lit, réfléchissant à la manière dont il va affronter cette créature. Le jeune homme semble très pensif et inquiet face à la difficile bataille qui l'attend. Le lendemain matin, l'un des chasseurs de l'équipe de récupération rapporte ce qui s'est passé dans le donjon. La réceptionniste, mais, est choquée d'apprendre que l'épée du monstre était en feu. Les autres chasseurs disent qu'il n'y a aucun moyen de vaincre la créature, car leurs armes fondent. Pour cette raison, la réceptionniste suggère qu'il abandonne la récupération des corps pour le moment. Un des hommes dit d'appeler les chevaliers, mais elle explique que ce n'est pas possible. La jeune femme demande alors s'il n'y a rien qu'il puisse faire avec seulement les chasseurs. Sur ce, la réceptionniste appelle le protagoniste par son nom avec un regard assez sérieux. Avec une lumière brillant autour d'elle, elle demande à l'ancien chevalier d'accepter la mission d'assujettissement. Ash a alors l'air un peu gêné et s'envoie face à la demande soudaine de la réceptionniste. Yoruka lui prend alors le bras, l'air inquiète de la décision de son ami. Elle le regarde et ne semble pas d'accord avec l'idée qu'il accepte une mission aussi dangereuse. Le protagoniste demande alors un peu de temps pour réfléchir, et la réceptionniste accepte en souriant. Avec un regard doux, Mei dit que bien sûr, il peut avoir du temps pour décider. De retour à l'auberge, la jeune femme sort du bain, séchant ses cheveux blonds avec une serviette. L'ancien chevalier l'appelle alors par son nom et se prépare à parler de la mission. Il dit qu'il a quelque chose à lui dire, et la fille s'assoit sur le lit pour écouter attentivement. Iruka demande de quoi il s'agit, et le protagoniste semble un peu hésitant à en parler. Mais avec courage, le jeune homme révèle qu'il veut combattre le cavalier sans tête du donjon. Il explique que ce n'est pas une mission ou une obligation, mais sa propre volonté de se battre. Ash se tourne alors vers la fille et commence à dire quelque chose, mais elle l'interrompt immédiatement. La jeune femme lui serre le visage et le gronde de penser qu'elle ne l'accompagnerait pas en mission. Elle dit que c'est exactement de cela qu'elle parle et demande pourquoi il est toujours comme ça avec elle. Yaruka lui serre le visage encore plus fort et dit qu'elle est blessée qu'il ait pu penser qu'elle n'irait pas. L'ancien chevalier se souvient d'une conversation qu'ils ont eue dans le passé quand ils étaient avec l'Empire. À l'époque, il avait dit qu'il ne reviendrait peut-être pas, mais elle avait répondu qu'elle le suivrait quand même. Avec un sourire confiant, la fille dit que quoi qu'il arrive, elle sera toujours là. Le protagoniste est sans voix, et la jeune femme continue son discours avec une grande détermination. Elle le gronde à nouveau et dit qu'il ne perdra pas contre un faux chevalier comme celui-là. D'un regard aimant, elle dit qu'elle ne le laissera pas seul et le regarde de très près. La fille dit qu'elle veut discuter de ce qu'ils feront après leur victoire et pose sa tête sur ses genoux. Le jeune homme suggère alors qu'il aille manger dans un restaurant chic avec la récompense de la mission. Iruka dit que la nourriture c'est bien, mais elle a une autre idée en tête pour la célébration. Avec un sourire quelque peu espiègle, la fille dit qu'elle veut une récompense quand tout sera fini. Le protagoniste demande quel genre de récompense ce serait, et la jeune femme confirme d'un air confiant. Sur ce, il accepte et la fille célèbre avec enthousiasme d'avoir obtenu sa parole. Le lendemain, les deux se rendent dans un magasin d'armes pour se préparer à la grande bataille. Le jeune homme dit qu'un bouclier épais serait trop lourd et entraverait ses mouvements dans le combat. Il explique que la seule façon est de le dérouter avec la vitesse et d'utiliser des tactiques d'attaque et de fuite. L'ancien chevalier se souvient alors que l'armure et l'épée fondent dans les flammes. Le marchand dit que si elles fondent, il suffit de les considérer comme jetables et d'en utiliser d'autres. Le protagoniste est alors surpris, car il n'avait pas pensé à cette option avant de venir. Avec un sourire, il comprend que c'est une bonne alternative à son problème actuel. Les deux se dirigent alors vers le 13e étage du donjon, leur sac à dos sur le dos. En arrivant, le jeune homme aperçoit le cavalier sans tête debout au milieu de plusieurs squelettes. Le monstre est au même endroit que précédemment et semble l'avoir attendu tout ce temps. L'œil du protagoniste brille en rouge, et il semble très concentré sur la bataille à venir. Il remarque que le nombre de corps au sol a augmenté et se met en colère face à la situation. Sur ce, l'ancien chevalier se prépare pour le combat et sort quelque chose de son sac à dos pour l'utiliser. Il sort plusieurs paquets de son sac, se préparant pour sa stratégie d'attaque et de fuite. Avec sa stratégie en tête, le jeune chasseur dit qu'il est prêt pour le combat et charge en avant. Il crie alors à Ruka d'y aller, et les deux courent ensemble pour affronter le Dulahan. L'ancien chevalier saute pour une attaque aérienne pendant que son ami prépare son arc pour le soutenir. Yaruka tire alors une flèche d'énergie bleutée de toutes ses forces vers le monstre, mais le cavalier sans tête dévie l'attaque avec son épée, créant une explosion d'énergie. Ash profite de la distraction et descend avec un coup puissant pour frapper la créature par le dessus. Le monstre remarque alors l'attaque aérienne et se prépare à se défendre contre le coup imminent.
Avec un bruit sourd, les deux épées s'entrechoquent et une grande explosion de lumière se produit. Le protagoniste est surpris en réalisant que l'ennemi n'utilise pas ses flammes dans le combat. Le cavalier sans tête utilise sa force et parvient à pousser le jeune chasseur au sol. D'un coup puissant, la créature attaque et brise l'épée du jeune homme d'un seul mouvement. Sentant la pression de l'attaque, l'ancien chevalier grince des dents face à la force de son adversaire. Voyant son ami en danger, Iruka crie son nom et tire une autre flèche pour l'aider. La flèche touche l'épée du monstre et crée une petite ouverture pour que le jeune homme se rétablisse. À cela, la jeune fille lui demande s'il va bien, et Achalette, un peu fatigué par la bataille. Avec un regard sérieux, il réalise que le monstre n'utilise toujours pas ses flammes dans le combat. Il comprend que la créature semble apprécier le duel et ne se bat pas sérieusement. Avec un léger sourire, le protagoniste trouve la situation intéressante et saisit une nouvelle épée. Le jeune homme se relève alors et, d'un regard provocateur, demande s'ils peuvent continuer le combat. Le cavalier sans tête lève son épée, acceptant le défi pour le prochain round. Le cavalier sans tête se prépare alors au combat et s'avance, son épée à la main. D'un mouvement rapide, la créature pointe sa lame vers le jeune chasseur en face d'elle. L'ancien chevalier répète le geste et fait face à son adversaire avec un regard sérieux et très déterminé. Enveloppé d'une aura bleue, le jeune homme charge avec son épée magique pour une nouvelle attaque. Il assène alors un coup de poing puissant directement sur le casque du cavalier, qui en ressent l'impact. Mais le monstre riposte et parvient à arrêter la lame du jeune homme de sa propre main. Avec un regard concentré, le protagoniste remarque que la créature n'a pas utilisé son épée de feu. Ash bat alors rapidement en retraite pendant que son adversaire prépare un nouveau coup avec son arme. Iruka dit qu'elle va le soutenir, mais l'ancien chevalier lui crie d'attendre encore un peu. Avec un regard surpris, il comprend que cette créature n'est pas un monstre ordinaire. Ses mouvements et son style de combat sont exactement ceux d'un vrai chevalier. Pour tester sa théorie, le protagoniste décide de faire quelque chose de complètement inattendu. D'un geste formel, il se présente au monstre comme étant Ash, un ancien chevalier de l'Empire. La créature tape alors du pied sur le sol comme pour répondre à sa salutation. Le protagoniste reconnaît cela comme la salutation du royaume de Rosebel et est surpris. Avec un sourire, il confirme que ce Dulahan est bien un chevalier de ce royaume. Le jeune homme se retourne alors et appelle Iruka, qui le regarde, confuse par la situation. Il dit qu'il va se battre en 1 contre 1 et lui demande de ne pas interférer dans le combat. Ensuite, Ash fait face au monstre et regrette de ne pas pouvoir connaître son vrai nom pour le duel. Mais il promet qu'il fera en sorte que le monde se souvienne de la force de ce noble chevalier. Poussant un cri de guerre, le protagoniste charge avec son épée, prêt pour la prochaine attaque. Il assène alors un coup puissant et frappe la poitrine du cavalier avec sa lame bleutée. L'attaque du jeune chasseur parvient à créer une petite fissure dans l'armure de son adversaire. Ash réalise que l'ennemi est très résistant et commence déjà à réfléchir à son prochain coup. Sur ce, il dit qu'il continuera à attaquer jusqu'à ce qu'il puisse briser la défense du monstre. Ensuite, l'ancien chevalier porte un autre coup précis au même endroit pour augmenter les dégâts. La fissure dans l'armure de la créature commence alors à s'agrandir de plus en plus avec les attaques. Avec un léger sourire, le jeune homme dit qu'il semble que son adversaire n'est pas invincible après tout. Le cavalier sans tête pose alors sa main sur sa poitrine et observe les dégâts subis par son armure. Soudain, il plante son épée dans le sol avec force, et une étrange énergie apparaît autour de lui. Sur ce, la lame de l'arme commence à s'enflammer d'une flamme intense et très rougeâtre. Le monstre lève alors son épée enflammée, se préparant à se battre enfin sérieusement. Iruka est choqué et crie que l'ennemi utilise enfin sa puissante épée de feu. Avec un sourire en coin, Ash dit que la partie de plaisir est terminée et que c'est très intéressant. La créature charge avec son arme enflammée, et la vraie bataille est sur le point de commencer. Le protagoniste se défend alors du coup enflammé avec sa propre épée magique bleutée, mais la chaleur est si forte que son épaulière prend feu, et il crie de douleur. Il arrache la pièce d'armure en feu et la jette au sol, en disant que c'était juste. Le cavalier sans tête se prépare alors à attaquer le jeune homme, qui est maintenant en désavantage. Malgré cela, l'ancien chevalier se prépare à se défendre contre le prochain coup de toutes ses forces. Le protagoniste regarde avec stupeur son épée, qui commence à fondre à cause de la chaleur intense. Sur ce, le cavalier sans tête lève son arme enflammée pour porter le coup de grâce. Voyant la scène, Iruka crie le nom de son ami, désespéré par la situation dangereuse. Mais avec un sourire confiant sur son visage, l'ancien chevalier semble avoir un plan en tête. Il se défend alors contre l'attaque enflammée avec une puissante décharge d'énergie et une grande force. La créature le regarde un instant, attendant de voir quel sera son prochain mouvement. Avec un léger sourire, le jeune homme dit qu'il est également venu préparer pour ce grand combat. Il montre un sac et dit que c'est un outil de stockage d'objets magiques. Ensuite, le protagoniste lance le sac en l'air, et plusieurs épées en sortent. Les armes tombent et se plantent dans le sol, et il demande si le monstre les brûlera toutes, ou s'il parviendra à briser la pierre magique de son adversaire avant cela. Le jeune homme ramasse alors l'une des nouvelles épées au sol pour continuer la bataille. Entouré d'armes, l'ancien chevalier défie le Dulahan à un vrai duel sur place. Sur ce, il bondit avec 2 épées pour attaquer le cavalier sans tête par le haut.
Le coup frappe en plein le torse du monstre, pile dans la fissure qu'il avait faite auparavant. Mais l'épée du protagoniste ne résiste pas à la chaleur et se brise sous l'impact du coup. Ash profite de l'élan pour saisir une autre arme alors que le monstre recule face à l'attaque. Il court alors pour attaquer à nouveau avec sa nouvelle épée d'un mouvement rapide. Le cavalier sans tête riposte avec un coup horizontal de sa lame enflammée. Sur ce, l'attaque frappe le jeune homme de plein fouet avec une explosion de feu qui l'envoie voler. Sa nouvelle épée ne résiste pas non plus et se brise en deux à cause de la chaleur intense du feu. Sur ce, le jeune chasseur utilise l'impact pour glisser en arrière et saisir une autre arme. Il se prépare alors à nouveau au combat et ramasse une autre épée qui était au sol. Le protagoniste crie qu'il ne reste plus que 4 épées et se prépare à l'attaque. D'un mouvement rapide, il lance l'arme comme une lance vers le monstre, mais le cavalier sans tête dévie facilement l'attaque avec sa lame enflammée. L'ancien chevalier lance alors d'autres épées et crie qu'il ne lui en reste plus que 3. La créature se prépare alors et déchaîne une vague de feu encore plus puissante que la précédente. Sur ce, le monstre charge avec un coup dévastateur qui couvre toute la zone de flammes. Ash est complètement surpris par la puissance de l'attaque et ne peut pas réagir à temps. L'explosion de feu le frappe alors de plein fouet, soulevant un rideau de fumée et de poussière. Iruka regarde tout cela désespérément et crie le nom de son ami, inquiète pour lui. Mais à la surprise générale, le protagoniste sort des flammes sans une égratignure. Le jeune chasseur se tient fermement et fait face à son adversaire avec un regard sérieux et déterminé. Les yeux brillants, il sait que c'est sa dernière chance de gagner la bataille. Il lance alors ses 2 dernières épées en l'air pour préparer son attaque finale. Avec un gant rouge à la main, le jeune homme saisit sa dernière arme pour le coup décisif. Le cavalier sans tête charge rapidement pour tenter de mettre fin au combat une fois pour toutes. La créature tournoie alors et lance une attaque de feu circulaire de toutes ses forces. Mais Ash saute par-dessus les flammes pour une dernière attaque aérienne contre son adversaire. Les yeux rougeoyants, le protagoniste crie qu'il va régler ça maintenant. Il attaque alors de toutes ses forces, et les 2 épées s'entrechoquent avec un impact énorme. Sous le coup puissant, la pierre magique dans la poitrine du monstre commence enfin à se fissurer. L'ancien chevalier atterrit alors en sécurité tandis que son adversaire recule sous les dégâts de l'attaque. Le Dulahan pose la main sur sa poitrine, sentant les dégâts que son adversaire lui a infligés durant le combat. Mais Ash réalise qu'il n'a pas détruit la pierre et qu'il ne lui reste plus qu'une seule épée pour se battre. Le monstre se relève alors, mais la flamme de son épée a presque disparu. Ensuite, la créature tient son épée par la lame et tend la poignée au jeune homme. Le protagoniste est complètement confus, ne comprenant pas ce que le monstre est en train de faire. Il demande alors si l'arme est pour lui, n'arrivant toujours pas à croire au geste de l'ennemi. La créature tend encore plus le bras, confirmant qu'elle veut qu'il prenne l'arme. Le jeune homme accepte alors l'offre et saisit la poignée de l'épée avec le cavalier sans tête. Le monstre reste immobile, montrant le point faible sur sa poitrine pour que le protagoniste attaque. Ash tient l'énorme épée et demande si la créature veut qu'il mette fin à tout ici. Il pense que si son adversaire avait été humain, cette dernière attaque aurait été fatale. Le jeune homme ferme alors les yeux et se demande si le frisson du duel est déjà terminé. Avec un regard respectueux, il fait ses adieux au chevalier noir, reconnaissant son honneur. D'un coup final, il frappe de toutes ses forces la pierre magique fissurée sur la poitrine du monstre. La tête de la créature se soulève un instant alors qu'elle reçoit l'attaque finale du héros. Sur ce, le corps du monstre tombe enfin au sol, complètement vaincu par lui. Fatigué, Ash pousse un soupir de soulagement à côté du corps du monstre et dit que c'est enfin terminé. La scène nous emmène ensuite à la guilde des chasseurs par une nuit étoilée et très calme. La réceptionniste, Mai, et les autres sont choqués et demandent s'il a vraiment vaincu le Dulahan. Le protagoniste et Iruka sourient victorieusement avec les objets du monstre et confirment la grande victoire. De retour à la guilde, les chasseurs le félicitent, et il dit que le reste de l'armure est dans le sac. Mais se désespère à cette nouvelle et crie au jeune chasseur de ne rien faire d'imprude. Elle lui dit de tout garder jusqu'à l'arrivée des chevaliers, et le jeune homme accepte avec embarras. La réceptionniste leur ordonne alors d'appeler Bael et de préparer la plus grande pièce pour les objets. Ash commente que les choses semblent plus difficiles maintenant, et Iruka acquiesce avec un sourire. Son ami Bael arrive alors et le félicite, disant qu'il savait qu'il en était capable. L'ancien chevalier est heureux de le voir et lui demande s'il est seulement venu vérifier les matériaux. Le noble explique que les objets nommés nécessitent des témoins des chevaliers et de l'association. Le jeune homme se plaint que cela semble compliqué, et son ami demande à voir les objets du monstre. Sur ce, l'armure complète du Dulahan est assemblée dans une grande salle pour inspection. Le compagnon de Bael analyse alors chaque détail de l'armure avec une petite loupe. Il confirme que c'est bien l'armure du chevalier noir, et le noble écoute attentivement. Bael prend l'épée et dit que l'armure a de la valeur, mais que l'arme est un objet très rare. Soudain, l'épée prend feu dans ses mains, et il révèle que c'est une épée magique. La réceptionniste et l'autre homme sont complètement choqués par la révélation du chevalier. Le protagoniste demande alors ce qu'est une épée magique, et tout le monde le regarde avec surprise. Bael explique que c'est une arme magique qui n'a pas besoin de pierre pour fonctionner. Il dit que c'est la 5e fois qu'une telle arme est trouvée, et mais qualifie cela de découverte historique. Le noble dit qu'il pourrait recevoir une lettre de remerciement ainsi qu'une belle récompense.
Il leur a ensuite demandé d'écrire un rapport sur la bataille contre le Dulahan. Son ami leur tend 2 porte-blocs et dit que les objets iront à un institut de recherche. Les deux prennent les rapports, et Iruka demande ce qu'est cet institut. Bael explique que c'est une organisation qui étudie les mystères des donjons et de la magie. Une fois tout réglé, le chevalier appelle alors le protagoniste avec un regard très sérieux. Avec une expression concentrée, il demande à son ami comment était le cavalier sans tête. H le regarde alors et dit qu'il n'y a aucune erreur sur son identité. Le jeune homme confirme que la créature était sans aucun doute un véritable chevalier en armure. Le noble dit qu'il le savait et révèle que l'armure ressemble à celle des anciens chevaliers. Sur ce, il se demande si un humain peut se transformer en monstre et ce que l'Institut en pensera. Le protagoniste se lamente de ne pas connaître son nom, et Bael demande si l'ennemi était fort. D'un regard déterminé, l'ancien chevalier confirme qu'il était très fort. H termine en disant que c'était un magnifique chevalier du royaume, en regardant l'armure. La réceptionniste, mais, prend alors les rapports et félicite les deux pour leur bon travail. Le jeune homme s'étire et se plaint que ça a pris plus de temps que prévu, car il fait déjà nuit. Fatigué, il suggère d'aller à l'auberge pour se reposer, et Iruka est d'accord avec l'idée. Mais soudain, un groupe de chasseurs apparaît et les invite à une fête de célébration. Le protagoniste et Iruka sont un peu gênés par l'invitation soudaine du groupe, mais ils finissent par accepter et vont dans une taverne pour célébrer avec les autres chasseurs. Avec un toast joyeux, tout le monde célèbre la grande victoire sur le monstre nommé. Les chasseurs disent qu'à partir de maintenant, il sera appelé H le chasseur de Dulahan. Avec un sourire, le jeune homme pense que ce nouveau surnom est bien meilleur que le conquérant. L'un des hommes demande alors si les deux ont déjà choisi un nom pour leur groupe. Le protagoniste prend une gorgée de sa boisson et semble pensif à la question. Sur ce, il se souvient de son ancienne unité de chevalier et du nom qu'il avait créé. Le jeune homme esquisse un léger sourire en se remémorant les bons moments avec son ancienne équipe. Il dit alors qu'ils ont décidé cela il y a longtemps et demande si Iruka s'en souvient. La jeune fille confirme avec un sourire et semble très excitée par son idée. Les autres chasseurs sont confus car ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Sur ce, les deux révèlent que le nom de leur groupe est l'Escouade Jenna, comme avant. La scène change alors pour une gare par une journée claire et très ensoleillée. Là, une fille aux cheveux roux crie avec enthousiasme qu'ils ont enfin atteint leur destination. Les mains sur les hanches, elle dit que le voyage en train n'était pas aussi mauvais qu'elle le pensait. Avec un sourire excité, la jeune femme révèle que c'est la première ville donjon du royaume. D'un regard déterminé, elle dit à H et Iruka d'attendre car elle arrive. La fille marche alors joyeusement à travers la ville, disant qu'elle deviendra une chasseresse et gagnera de l'argent. Elle rêve de boire, de jouer et de s'amuser avec tout l'argent qu'elle va gagner. En arrivant en ville, la fille aux cheveux roux se rend directement à l'association des chasseurs. À l'intérieur, des hommes commentent que la nouvelle venue est une très belle femme. Avec un sourire malicieux, l'un d'eux dit qu'il aimerait se rapprocher de la mystérieuse jeune femme. La jeune femme se dirige alors vers le comptoir et dit à la réceptionniste qu'elle cherche quelqu'un. Elle demande un chasseur nommé H, mais l'employé ne semble pas connaître ce nom. La jeune femme dit qu'il n'y a personne de ce nom ici, et la rousse est choquée car Iruka avait dit que si. Soudain, elle se souvient du sourire malicieux de son ami et réalise qu'elle a été trompée. Avec un rire sinistre dans son esprit, la jeune femme comprend que tout n'était qu'un plan. Furieuse, elle frappe le comptoir et crie que la blonde a menti pour être seule avec H. Les yeux en feu, la fille dit que son plan pour devenir riche ne s'arrêtera pas là. Elle demande où d'autre il y a une association, et la jeune femme dit qu'il y a 2 autres villes. Pensive, la rousse décide qu'elle commencera par chercher dans la ville la plus proche. Mais soudain, la jeune femme réalise un problème et regarde l'employé avec une question. Elle montre alors son argent et demande si elle peut prendre un train avec cette somme. La réceptionniste dit que ce n'est pas assez, et la fille se désespère de la situation. Soudain, une voix l'appelle mignonne, et la jeune femme se retourne pour voir qui c'est. C'est le même groupe de chasseurs, qui lui propose de lui prêter de l'argent. Le chef du groupe s'approche et dit qu'il peut l'aider, mais il veut quelque chose en retour. Avec un sourire malicieux, il pose alors sa main sur l'épaule de la jeune femme pour la provoquer. Mais la fille se contente d'un léger sourire et lui assène un puissant coup de poing au visage. La brute crie de douleur et est projetée en l'air tandis que ses amis sont choqués par la scène. Avec son œil rougeoyant, la fille charge alors pour attaquer le prochain ennemi. Ensuite, elle assène un puissant coup de pied au visage d'un autre agresseur, qui ne réagit pas. Le dernier homme restant est terrifié de voir son ami au sol, vaincu. La jeune femme lui fait alors face avec son œil brillant, se préparant à l'attaque finale. Sur ce, elle assène un autre coup de pied précis sur le dernier homme pour mettre fin au combat. Après le combat, tous les agresseurs se retrouvent au sol, complètement vaincus. Mais le chef du groupe se relève furieusement et crie sur la fille pour son attitude. Il essaie alors de la frapper, mais la rousse esquive facilement le coup. Elle riposte alors avec un puissant coup de pied directement dans l'estomac de l'agresseur, qui ne réagit pas. Pour finir, la jeune femme assène un coup de pied retourné au visage de l'homme de toutes ses forces. À cela, il crache et tombe au sol, vaincu, et elle se plaint d'être déjà très irritée. Avec un regard furieux, la fille leur crie de partir et de ne plus la déranger.
La réceptionniste qui observe est choquée et dit que la jeune femme est incroyable. Elle suggère alors à la rousse de devenir une chasseuse puisqu'elle n'a plus d'argent et qu'elle est forte. La fille réfléchit à l'idée et réalise que c'est la solution parfaite à son problème. Avec un regard déterminé, elle dit qu'elle va économiser de l'argent pour retrouver ses amis. Pendant ce temps, 2 jours plus tard, Ash et Yaruka se promènent paisiblement ensemble dans la ville. Soudain, la fille appelle son ami par son nom, et il se retourne pour voir de quoi il s'agit. C'était Bael, qui le salue et dit qu'il escorte les objets du Dulaan jusqu'à la capitale. Bael se rapproche alors un peu pour murmurer quelque chose au protagoniste en secret. Il révèle qu'il y avait une inscription sur l'armure, et Ash est très choqué par la nouvelle. Le noble dit que c'était un chevalier royal qui n'est jamais revenu du donjon il y a longtemps. Le jeune homme se demande alors s'il finira comme lui s'il meurt à l'intérieur de cet endroit. Ash dit que l'armure et l'épée seront utiles pour la recherche, et son ami est d'accord. Bael dit que la récompense de la capitale dépend de l'évaluation et dit au revoir au groupe. Le protagoniste suggère alors qu'il aille à l'association, et la fille hoche la tête en signe d'accord. La scène nous emmène ensuite à la guilde des chasseurs avec un grand cri de surprise. La réceptionniste mais révèle que leur récompense est de 5 millions, et les deux sont sous le choc. Ils font le calcul et réalisent que cela fait 2,5 millions chacun, ce qui est beaucoup. Mae dit alors qu'ils ont été nommés chasseurs exclusifs de la 2e ville donjon. Ash demande si c'est important, et elle répond qu'ils recevront divers traitements de faveur. Avec un sourire enthousiaste, la réceptionniste leur demande de continuer à vaincre les monstres. La scène change ensuite pour l'auberge par une nuit étoilée et tranquille. Ash tient un verre et semble réfléchir à tout ce qui s'est passé ce jour-là. Seul dans la pièce, il se demande comment il devrait utiliser tout l'argent qu'il a gagné. Soudain, Ruka l'appelle « Chef », et il se retourne pour voir ce que la fille veut. Elle le serre dans ses bras par derrière et l'interroge sur la récompense qu'il lui avait promise. Le visage rougissant, le jeune homme dit qu'il n'a pas oublié, et la fille semble très satisfaite. Avec un sourire malicieux, Ruka s'assied sur le lit et lui demande de venir à elle. Gêné, le protagoniste s'approche du lit, mais reste un peu hésitant face à la situation. Les deux se regardent alors de très près, leur cœur battant très vite dans leur poitrine. Le visage rougissant, le jeune homme se prépare à ce qui va suivre, mais la fille le surprend. Yaruka l'allonge alors sur le lit avec un sourire et se met sur lui avec un regard malicieux. La jeune femme se rapproche alors, le visage rougissant, et semble très heureuse de ce moment. Le protagoniste est complètement troublé et sans voix face au geste audacieux de son ami. Elle lui apprend alors à placer son bras confortablement pour qu'elle puisse s'allonger. Sur ce, la fille s'allonge à côté de lui et le serre dans ses bras avec un sourire affectueux. Avec un regard malicieux, elle dit qu'à partir de ce jour, elle veut qu'il soit son oreiller. Ash demande si c'est tout, et elle le taquine en demandant si le jeune homme était déçu. Yaruka dit qu'elle attendra, mais se demande si elle n'est pas un peu sournoise avec lui. Avec un sourire, il dit non et qu'il aime en fait sa façon d'être. Le jeune homme lui tapote alors la tête et la serre dans ses bras avec un regard très affectueux. Il dit qu'elle est importante pour lui et lui demande de rester à ses côtés pour toujours. Le visage rougissant, la fille dit que bien sûr elle restera avec lui et le serre très fort. Elle promet de rester à ses côtés et de prouver son amour pour toujours, en regardant le ciel étoilé. Une semaine après la soumission des Dulaan, leur vie de chasseurs continue, les deux combattent alors ensemble en tant que l'escouade gêne contre les monstres du donjon. Maintenant, ils peuvent facilement affronter les guerriers squelettes au 15e étage. Le protagoniste se demande alors à quoi ressemblera le 16e étage et ce qui les y attend. L'ancien chevalier suggère alors qu'il jette un œil au nouvel étage, et les deux descendent les escaliers. En arrivant au 16e étage, le duo est choqué de voir un immense désert ensoleillé. L'endroit est incroyablement vaste et s'étend sur des kilomètres avec un ciel bleu au-dessus. La fille demande s'ils sont toujours dans le donjon, et le jeune homme dit que l'endroit est très vaste. Le jeune homme dit que les donjons sont mystérieux, et les deux continuent d'explorer prudemment. Soudain, un monstre volant géant apparaît dans le ciel, accompagné de plusieurs plus petits. Une des créatures plonge alors rapidement vers eux pour une attaque surprise. Le protagoniste se prépare au combat et tire son épée pour faire face à la menace. D'un coup rapide de sa lame, il touche la créature et crie que ça arrive. Le monstre crie de douleur sous l'impact, mais ne semble pas avoir été vaincu par l'attaque. La plus grande créature attaque alors et tire ses plumes sur eux comme si c'était des missiles. Le jeune homme se jette au sol pour esquiver les projectiles qui se plantent dans la terre avec force. Les plumes commencent alors à briller d'une énergie intense, se préparant à exploser. Avec une grande explosion, le jeune homme est projeté en arrière par la force de l'impact de l'attaque. Baruka réalise alors que la créature peut utiliser la magie et que ses plumes explosent d'elles-mêmes. Le monstre géant crie à nouveau, se préparant à lancer une autre volée de plumes sur eux. Le protagoniste prévient que l'ennemi va attaquer à nouveau et crie à son ami de courir. Mais soudain, une voix mystérieuse dit qu'ils ont tort et une nouvelle personne apparaît. Une femme aux cheveux bleus apparaît à côté d'eux et dit que c'est leur chance d'attaquer. Sur ce, la nouvelle venue charge et attaque les monstres d'un coup de son épée. D'un mouvement rapide et précis, la femme coupe les ailes de la créature avec sa lame. Elle charge ensuite en avant et vainc les autres monstres avec une vitesse impressionnante.
H et Ruka sont complètement choqués par la force de la mystérieuse guerrière. Avec un regard confiant, la femme leur crie de la suivre vers un endroit sûr. Soudain, un nouveau groupe de chasseurs apparaît et charge ensemble pour combattre les monstres. Une archère tire une flèche d'énergie verte qui vole vers son ennemi. L'attaque atteint sa cible et parvient à vaincre quelques-unes des plus petites créatures volantes. Une autre femme aux cheveux blancs charge et tranche l'un des monstres avec son épée brillante. Un homme achève alors la dernière créature d'un coup précis de sa lame bleutée. Le protagoniste et son ami sont impressionnés et disent que le nouveau groupe est incroyable. La femme aux cheveux bleus s'approche alors et dit que ça fait un moment qu'ils ne se sont pas vus. H la remercie de les avoir sauvés et l'appelle par son nom, Tanya, ce qui la surprend. Soudain, la femme l'embrasse sur la joue, le laissant complètement troublé et sans voix. Iruka, qui observait, est choquée et très jalouse du geste de la nouvelle venue. Avec un sourire malicieux, Tanya dit qu'elle ferait n'importe quoi pour lui sans aucun problème. La blonde court alors pour les séparer et crie à la femme d'arrêter immédiatement. Très en colère, elle frotte le visage de son ami pour essayer d'effacer la marque du baiser. Yoruka le foudroie du regard et demande qui est cette femme et ce qu'elle faisait. Avec un sourire, la femme aux cheveux bleus se demande qui est cette fille, après tout. La scène change ensuite pour une taverne où les trois sont assis ensemble à une table. La femme aux cheveux bleus se présente comme Tanya Sander et salue la blonde. H explique qu'elle est la chef du groupe et l'épée de la déesse et une noble devenue chasseuse. Le jeune homme lui demande ce qu'elle fait là, et Tanya répond qu'elle est rentrée de voyage ce jour-là. Elle dit qu'elle a entendu dire qu'il a vaincu un monstre nommé et que s'il ne l'avait pas fait, elle l'aurait fait. Waruka est agacé par le commentaire, et H dit que Tanya aurait probablement pu le faire. Il révèle qu'elle était l'une de ceux qui ont vaincu le singe rouge, et la blonde est choquée. La noble dit qu'elle est devenue chasseuse pour se faire un nom par elle-même, pas celui de sa famille. La fille demande alors comment une noble le connaît, et le jeune homme semble un peu embarrassé. Il lui dit que Tanya a essayé de le recruter pour son groupe, mais il a fini par refuser l'offre. La femme aux cheveux bleus le regarde alors avec une expression malicieuse et dit qu'elle n'a pas abandonné. Tanya essaie de le convaincre, disant que rejoindre son groupe serait plus sûr pour lui. Avec un sourire malicieux, Tanya dit qu'il peut disposer de son corps comme il le souhaite. Iruka est choqué par la proposition, et le jeune homme recrache sa boisson, le visage rouge. La noble demande si ce n'est pas une bonne affaire, et le jeune homme crie que ce n'est pas la question. Gêné, il se lève et dit qu'il doit aller aux toilettes pour échapper à la situation. Tanya le regarde alors avec un sourire pendant qu'il s'éloigne, un peu embarrassé. Soudain, la blonde claque sa chope sur la table et foudroie la noble du regard. Avec une aura sombre autour d'elle, Ruka la menace et dit que si elle le touche, elle le regrettera. La femme aux cheveux bleus se contente de rire et dit que la jeune femme est du genre très jalouse. Avec un sourire, elle prend le visage de la fille et dit qu'elle ne veut pas seulement H. Avec un sourire malicieux, Tanya révèle qu'elle veut aussi la jeune blonde pour elle. Ruka est complètement choquée et sans voix face à la déclaration soudaine de la noble. La femme aux cheveux bleus dit que tout le monde dans son groupe est satisfait de ses techniques. En entendant cela, les compagnons de Tanya rougissent et ont l'air gênés par le commentaire. La blonde reste sans voix et son visage devient rouge alors qu'elle réalise les intentions de la femme. Tanya dit qu'elle prend tout ce qu'elle désire et c'est pourquoi elle n'hésite pas à utiliser ses armes. Iruka la regarde avec colère et semble ne pas du tout apprécier l'attitude de la noble. Avec un regard déterminé, elle dit qu'elle ne perdra pas et n'abandonnera pas son bien-aimé. Avec un sourire, la femme aux cheveux bleus claque des doigts et semble avoir une idée. Soudain, plusieurs serveuses apparaissent, apportant de nombreuses chopes de boissons à la table. Tanya propose alors un concours de boissons pour régler le différend entre les deux. Le protagoniste revient des toilettes et est choqué de voir son ami demander une autre chope. Yaruka boit sans arrêt et semble déterminé à gagner le concours à tout prix. Tanya n'est pas en reste non plus, et boit à la même vitesse pour suivre sa rivale. Les deux se foudroient alors du regard tout en continuant à boire sans s'arrêter un instant. Le jeune homme dit à son ami d'arrêter, mais elle lui crie dessus et lui dit de se taire. Après un moment, la blonde s'évanouit finalement sur la table, et H demande à Tanya d'arrêter. Avec un sourire victorieux, la noble dit que le jeune chasseur lui en doit une maintenant. Le protagoniste dit alors qu'attendre est inutile car il ne changera pas Davis. La femme aux cheveux bleus se contente de rire et ne semble pas se soucier du refus. Avec un clin d'œil, Tanya dit au revoir au jeune homme et part avec son groupe. Le protagoniste porte alors son ami sur son dos à travers les rues sombres de la ville. Même évanouie, la fille lui dit de bien s'accrocher car elle est là avec lui. Avec un sourire, elle dit qu'elle ne laissera personne la voir et le serre affectueusement. H soupire simplement et continue son chemin à travers la ville sous la lumière de la pleine lune. Le lendemain, un homme plus âgé et bien habillé les convoque tous les deux pour une conversation. Il demande au jeune homme de lui parler du Dulahan, et le duo le regarde, un peu confus. L'homme se présente et serre la main d'H, demandant comment s'est passé le combat contre le monstre. Les yeux brillants, il demande si la créature était forte, et le jeune homme le confirme. Le monsieur commence alors à poser plusieurs questions sur l'apparence et la force de l'ennemi. Avec une grande excitation, il s'enquiert de sa main dominante, de sa vitesse et même de son odeur. Yoruka est un peu effrayé par l'attitude de l'homme et se demande qui il est. H lui demande alors son nom et le vieil homme s'excuse de s'être trop emballé.
Il se présente comme Edgar à Marquise et le directeur d'un institut de recherche. La nouvelle choque les deux qui réalisent qu'il est un noble de très haut rang. Edgar révèle qu'il a vu l'armure du monstre et a trouvé tout cela fascinant. Il dit qu'il voulait connaître plus de détails et n'a pas pu s'empêcher de venir les voir. Le protagoniste est impressionné par l'énergie du vieil homme en face de lui. Après les présentations, Edgar dit qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. D'un claquement de doigts, une grande explosion de lumière se produit soudainement dans la pièce. Le vieil homme allume sa cigarette avec de la magie, et du feu apparaît au bout de son index. Ash et Naruka sont choqués de réaliser que cet homme est un puissant sorcier. Edgar tire une bouffée et avec un sourire, leur demande à nouveau de tout lui raconter. Avec une aura sombre autour de lui, il demande une fois de plus au jeune homme de parler du monstre. Le protagoniste accepte alors et commence à raconter tous les détails de la grande bataille. Après un moment, l'horloge au mur montre que la conversation dure depuis des heures. Fatigué, l'ancien chevalier finit de parler et dit que c'est tout ce qu'il sait sur le Dullahan. Le vieil homme les remercie alors et dit que les deux ont fait du bon travail sur la mission. Ash en profite pour demander ce que le directeur de l'institut pense de la situation. À cela, l'homme éteint sa cigarette et dit qu'il est d'accord avec l'idée du chevalier. Le jeune homme demande alors si une personne peut vraiment se transformer en monstre. Edgar révèle qu'avant de venir ici, il est allé jeter un œil au 14e étage. Il a fouillé la zone où le Dullahan a été vu, une lanterne à la main. Le vieil homme illumine alors le chemin avec sa lumière à la recherche de tout indice important. Soudain, il tombe sur plusieurs squelettes en armure se tenant dans l'obscurité. Là, il a trouvé les restes mortels de plusieurs chevaliers de l'ancien royaume. Les corps étaient fusionnés avec les murs du donjon et transformés en os. Ash et Yaruka sont complètement choqués par la terrible révélation du directeur. Le protagoniste demande si c'étaient les compagnons du Dullahan, et il le confirme. Avec un regard sérieux, le vieil homme leur demande alors s'ils connaissent l'essence magique. Il explique que c'est l'énergie que les mages utilisent et que le donjon en est rempli. Le vieil homme continue, disant qu'une épée exposée à cela peut devenir une épée magique. Par la même logique, il dit qu'un corps qui y est exposé peut aussi se transformer en monstre. Ash et Yaruka restent silencieux un moment, pensant à la terrible possibilité. Avec un sourire enthousiaste, Edgar demande si tout cela n'est pas palpitant pour eux. Il crie avec enthousiasme que résoudre les secrets des donjons est la raison d'être du royaume. Yaruka demande alors s'il est allé seul au 14e étage et l'homme rit. Il dit que, bien sûr, il n'y est pas allé seul et qu'il a emmené son assistant et quelques gardes. Soudain, l'assistant Sergio entre en courant dans la pièce et crie qu'il l'a trouvé. Le jeune homme se plaint qu'il s'enfuit toujours seul, et le vieil homme le regarde avec un sourire. Edgar dit qu'il voulait en entendre plus de la part d'Ash, mais son assistant le gronde pour son attitude. Bal révèle que le directeur agit toujours ainsi, et le protagoniste dit que cela semble difficile. Ash commente alors qu'il vient d'entendre comment les épées magiques sont créées, et Bal est choqué. Le noble crie que c'est un secret, et la blonde réalise qu'elle n'aurait pas dû entendre cela. Le vieil homme dit qu'il a décidé d'aller de l'avant avec un plan, et Bal semble être d'accord. Avant de partir, le chevalier leur demande d'aller à l'association le lendemain. Le protagoniste et son ami sont confus par la demande mais ne remettent pas en question l'ordre. La scène nous emmène ensuite à la guilde des chasseurs par une journée claire et très ensoleillée. Là, les deux rencontrent la réceptionniste mais pour régler quelques affaires. Le jeune homme pointe alors Bal qui est à proximité et demande si c'est une mise en dépôt. Mais la réceptionniste dit que cela n'a rien à voir avec Bal et qu'il est au rez-de-chaussée. Soudain, Kyle, le chef du groupe le Chevalier d'Or, entre dans la pièce avec un sourire aux lèvres. Peu de temps après, les deux hommes du groupe La Grande Griffe arrivent également, saluant tout le monde. À la surprise du protagoniste, Tanya apparaît également dans son armure complète. Ash demande s'ils ont également été appelés par Bael, et les hommes confirment que oui. La femme aux cheveux bleus réalise alors que tous les groupes d'élite sont réunis là. Maruka se met en colère en voyant Tanya et serre très fort le bras de son bien-aimé. Edgar entre dans la pièce avec un « bonjour » et dit qu'il semble que tout le monde soit arrivé pour la réunion. Kyle lui demande alors pourquoi il a rassemblé tous les meilleurs chasseurs de la ville ici. Le vieil homme dit que les monstres nommés apparaissent plus fréquemment ces derniers temps. Il montre des dessins du singe rouge et du Dullahan et dit qu'ils sont très forts. Edgar explique que quelque chose d'étrange se passe à l'intérieur du deuxième donjon de la ville. Sur ce, le directeur annonce qu'ils mèneront une enquête à grande échelle dans le donjon. Cela signifie que les chasseurs d'élite devront s'unir pour cette grande mission. Avec un air sérieux, le vieil homme demande alors l'aide de tout le monde pour l'enquête à venir. Tout le monde reste silencieux un instant, choqué par la demande inattendue du directeur. Bael dit alors qu'il expliquera le reste des détails de la mission à tous les chasseurs. L'un des hommes demande s'ils doivent aller au 20e étage et se rend compte que ce sera difficile. La réceptionniste dit que l'enquête commencera dans 2 semaines pour leur laisser le temps de se préparer. Tanya demande alors s'ils sont obligés de participer à la mission d'enquête. Bael confirme que c'est obligatoire, car l'ordre vient de la reine et de l'institut. Les hommes de Big Claw disent qu'avec tout le monde réuni, la mission sera très facile. Mais le noble leur dit de ne pas sous-estimer le danger et demande quel est l'étage le plus profond qu'il ait atteint. Les groupes révèlent qu'ils ont atteint les 18e et 17e étages. Le protagoniste dit alors qu'il explore actuellement le 16e étage.
Baël dit que c'est impressionnant, mais que le vrai problème est le 19e étage. Avec un air sérieux, il révèle que toutes les équipes d'enquête y ont été anéanties. H est choqué et demande si même l'ordre des chevaliers a été vaincu. Baël le confirme et révèle qu'il y a un monstre nommé bien plus fort que les autres. Avec une aura sombre, le chevalier dit que le nom de la créature est le roi lézard. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.